Oui, bonsoir à tous. Alors voilà, si notre quatrième volet de la saga avec Antoine Vatan qui nous explique, j'allais dire le capital, parce qu'il y a beaucoup de lectures du capital, mais ce qui est intéressant, c'est Karl Marx aussi vu par rapport à l'économie actuelle. Donc Antoine Vatan est professeur agrégé d'économie. Euh, Nous avons fait trois volets, je rappelle. Premier volet, la baisse entière du tout profit. Deuxième volet, la socialisation de la production. Troisième volet, la composition organique du capital et donc introduction à la théorie de la valeur. Aujourd'hui, on va voir Marx, disons, par l'envers, hein, c'est parce que ce qu'on appelle de la théologie négative, on va parler des libéraux, parce que on en a déjà dit beaucoup de mal, mais ce serait intéressant d'apporter des preuves tangibles. Voilà. Et je tiens à m'excuser pour cet arrêt de 2 semaines qui était dû à moi et mon impossibilité d'avoir une connexion Internet correcte, mais ce qui m'a fait des vacances personnellement, c'est bien de se couper d'Internet. Donc c'est un plaisir et justement je voulais absolument recommencer avec toi, cher Antoine. Bonjour à toi. Salut Emric, bien reposé de ses vacances, j'espère. Moi, Mhm. moi non plus, j'étais aussi dans des aires, je sais plus comment on dit, là, des zones blanches, là, c'est Ouais, le ouais. terme pour dire que. Donc, j'avais pas grande connexion non plus, donc de toute façon, j'aurais pas pu répondre à tes attentes. Mais c'est avec plaisir qu'on reprend. Mhm. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va parler des libéraux, mais avant ça, je t'avais envoyé un mail de quelqu'un qui avait posé 3 questions et je souhaitais y répondre parce que effectivement, c'est des questions qui se posaient. Si elles se posent pour lui, elles pouvaient se poser pour d'autres. Donc, je ne vais pas m'étendre plus de 10 minutes, mais je souhaitais quand même y répondre. Donc, j'ai préparé 2, 3 éléments de réponse. Ouais. Euh, donc, tu as Alors, le document oui, je peux partager l'écran dès maintenant. Alors, hein, on Ouais. commence. Donc, je ne sais pas, les questions, je les lis moi-même ou tu les lis, peu importe. Oui. Je vais les lire. On commence d'abord par les questions, alors, d'accord. Ouais, on commence d'abord par les questions. Donc, euh, quelqu'un qui s'appelle Guillaume, dont on taira le nom, euh, me demande si chez Marx, il y a une temporalité à la baisse tendancielle du taux de profit. En gros, il me dit un taux de profit, certes, qui baisse, mais c'est pas pareil s'il baisse sur 10, 100, voire 1000 ans. Et puis, il soulève bien le terme de tendance. Et il me demande si, statistiquement, on pourrait, disons, avoir des vraies données tendancielles, c'est-à-dire je le cite, des données empiriques obtenues par l'ajustement. Donc, ce que je comprends de ce qu'il dit, c'est un ajustement des contre-tendances qu'on a évoquées la dernière fois. Alors, attends, là, je suis un peu perdu sur mon écran. Est-ce que j'ai Alors, je le accès? cite, en effet, c'est pas la même chose de dire que l'échelle de temps est de 10 ans, 100 ans ou 1000 ans. Une manière de déduire cette tendance serait de faire un ajustement linéaire du taux de profit pour 200 ans. Je me demande s'il n'existerait d'ailleurs pas un cadre plus formel à la théorie de la valeur marxiste qui nous permettrait de déduire cela, ce qui permettrait de la comparer aux données empiriques obtenues par l'ajustement. Voilà. Euh, Voilà, c'est ça. Non, alors là, ce que je souhaiterais que tu affiches, c'est pour ça que j'étais perdu. Ce que je souhaiterais que tu affiches, c'est les graphiques que je t'ai envoyés, du coup, pour répondre à ça. Mhm. Voilà. Donc, si j'ai bien compris ce qu'il disait, en gros, il reprenait ce qu'on avait dit. On y a une tendance, mais il y a des éléments antagonistes, des facteurs antagonistes à cette tendance, si bien que, en fait, quand on regarde le taux de profit en tant que tel, et on avait notamment dit que sur les 40 dernières années, on voyait un taux de profit qui augmentait, mais j'avais contesté le terme de tendance en disant que si le taux de profit augmentait, ce n'était pas du fait d'une tendance, mais c'était du fait que, en gros, la bourgeoisie avait dépensé une énergie dingue, notamment dans le taux d'exploitation qui avait augmenté depuis 40 ans, dans l'exportation de capitaux, dans ce que les libéraux appellent la globalisation, que nous on appelle l'impérialisme, etc., la baisse du prix de l'investissement, que nous on appelle dévalorisation de capital, etc., etc. Donc un premier élément de réponse que j'ai construit ici vite fait, j'ai construit pour 2 pays, parce que je pourrais le faire pour tous les pays, mais après, comme c'est le même message que j'avais donné la dernière fois, mais présenté différemment, je ne m'étends pas sur plusieurs exemples. Ici, ce que j'ai mis en courbe noire, c'est le taux de profit de la France, le premier graphique, et tout à l'heure tu montreras les États-Unis, mais c'est la même chose, c'est le même calcul. En noir, c'est le taux de profit tel qu'il est, c'est-à-dire
taux de profit vraiment affiché. Et donc, on avait dit il a augmenté depuis 40 ans, notamment avec un bond dans les années 80. Et la dernière fois, j'avais montré, en parallèle de ce taux de profit, le taux d'exploitation. J'avais dit, vous voyez, le taux d'exploitation a beaucoup augmenté également. Et si on si on regarde les deux courbes en même temps, on se rend compte que le taux de profit, il a augmenté, certes, mais il a augmenté principalement du fait d'une augmentation du taux d'exploitation. Donc, en rouge, ici, j'ai calculé le taux de profit corrigé du taux d'exploitation, c'est-à-dire un taux d'exploitation constant. Donc, c'est un taux de profit qui... C'est pas le même graphique, hein, parce que le Ouais. graphique du 1, c'était mesurer le taux d'exploitation. Là, c'est le taux de profit corrigé du taux d'exploitation. C'est pour ça que c'est une ligne plutôt plate, là, justement. Voilà. Justement, ça prouve à quel point l'exploitation corrige, en fait. Voilà, exactement. Donc, c'est le taux de profit tel qu'il aurait été. Donc, c'est un taux de profit qui n'existe pas, la courbe rouge. Hein, c'est un truc qui est construit par moi. Tel qu'il aurait été si le taux d'exploitation était resté le même, c'est-à-dire, là, j'ai pris celui de 1945. Le taux de profit de 1945, le taux d'exploitation de 1945, pardon, et j'ai calculé tous mes taux de profit sur toutes les années avec un taux d'exploitation identique à celui de 1945. Et donc, on voit que déjà, le taux de profit, il est plat. La courbe rouge, elle est plate. Donc, si on voulait faire ça pour tous les autres facteurs antagonistes, il faudrait calculer un taux de profit en prenant en compte l'exportation de capital, en prenant en compte la baisse du prix de l'investissement, ce que les libéraux appellent la baisse du prix de l'investissement, etc., etc. Dans les données, c'est beaucoup plus difficile à faire, c'est voire même impossible, je pense, à faire. Le taux d'exploitation, c'est facile à faire, de faire ça comme ça, de faire une courbe corrigée du taux d'exploitation. Donc là, je pense que je réponds à sa question. Je peux répondre à sa question vis-à-vis du taux d'exploitation. Vis-à-vis des autres variables, c'est très compliqué. D'un point de vue théorique, si on devait corriger pour tout, on obtiendrait quelque chose d'un peu absurde où en fait on n'aurait que des volumes de capital, donc un nombre de machines, etc. En gros, on aurait une composition, on obtiendrait à la fin des fins une composition organique du capital d'un pur point de vue matériel, corrigé de la variation de prix, etc. Bon, et ça, on avait montré que déjà la composition organique du capital, elle augmentait. Donc en fait, si on réduit le taux d'exploitation, si on réduit le taux d'exploitation, pardon, pas si on réduit, mais si on abstrait le taux d'exploitation, si on abstrait beaucoup de choses dans les facteurs antagonistes, disons le cœur du problème, ça reste la composition organique du capital. Okay. Et donc, à la fin des fins, si on arrive à prouver que la composition organique du capital augmente tendanciellement, alors, d'un point de vue purement théorique, bon là c'est pareil, il faudrait montrer des équations, ça serait peut-être un peu compliqué dans le cadre de ces vidéos, alors le taux de profit baisse tendanciellement. Voilà. Donc oui, là, si tous les facteurs s'annulent, mais juste le taux de composition organique du capital augmente, enfin, si la part de capital mort augmente, forcément, ça fait baisser le profit. Voilà, c'est ça. Mécaniquement. C'est ça. Donc là, je l'ai fait juste pour corriger le taux d'exploitation et montrer que déjà, si on corrige que de ce seul facteur antagoniste, qui est le facteur antagoniste qui est le plus limité, en fait, hein, parce que, encore une fois, on ne peut pas l'augmenter, on peut pas augmenter le taux d'exploitation à l'infini. Donc, pour les libéraux, c'est une martingale facile, mais c'est une martingale à court terme, le taux d'exploitation. Donc, là, on voit que déjà, rien qu'en corrigeant pour ça, ça devient plat. Et puis, si tu veux montrer les États-Unis, j'ai fait exactement le même graphique, donc il n'y a pas d'explication supplémentaire à démontrer. Toujours la courbe noire, qui est le taux de profit tel qu'il est affiché dans l'économie, et la courbe rouge, qui est le taux de profit corrigé du taux d'exploitation. Donc là, c'est pareil, j'ai pris 1945 aussi, je crois. Et donc là, on voit que le taux de profit, on voit presque apparaître même déjà une baisse tendancielle, alors même qu'on n'a pas corrigé pour les autres facteurs antagonistes. Donc là, je pense que je réponds à sa question, dans le sens où, effectivement, statistiquement, ce serait possible, pour certains facteurs antagonistes, de corriger dans les données le taux de profit de ces facteurs antagonistes. Mais à la fin des fins, tout le monde s'accorde à dire que finalement, si on observe une augmentation de la composition organique du capital, à la fin des fins, ça veut dire que le taux de profit baisse tendanciellement. Et on avait déjà discuté de la composition organique du capital, donc là, je ne reviens pas dessus. J'avais dit que la composition organique du capital, c'est difficile de voir une hausse tendancielle dans les données, mais en fait, il y a un mouvement de spirale avec une concentration du capital, une augmentation de la socialisation, etc. Donc là, il faudrait faire carrément une autre vidéo sur, disons, le résumé des 3 premières, pourquoi pas. Pourquoi pas la faire? Mais là, c'est pas ce que j'ai prévu. J'avais juste prévu 2 graphiques pour répondre à ce que j'ai compris de sa question,
qui était simplement ce qu'il appelle l'ajustement, je l'ai compris comme ça, ce qu'il appelle l'ajustement dans les données, c'est-à-dire corriger des facteurs antagonistes. Et là, encore une fois, j'ai seulement corrigé pour le taux d'exploitation et on voit déjà apparaître des choses assez claires. Pour ce qui est de l'horizon temporel, le marxisme n'est pas un mécanisme, donc à ma connaissance, Marx ne parle pas d'horizon temporel. Déjà, forcément, c'est limité au mode de production capitaliste qui lui-même est très limité dans le temps. Hein. Ça peut Oui, passer sur des centaines d'années. voilà. Il n'y a pas d'horizon temporel. Bon, après, je ne connais pas non plus les milliers de pages de Marx par cœur. Peut-être que quelque part, il y a un nombre d'années qui nous sépare de l'horizon communiste, je ne sais pas, mais de toute façon, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus dans les écrits de Marx. Ce qui m'intéresse le plus sont les écrits sur l'analyse du capitalisme. Et ce qu'il a bien vu, Marx, c'est que le capitalisme, c'est un mode de production, enfin, c'est le mode de production le plus instable, finalement. C'est le premier, contrairement à la notion d'équilibre qu'on avait un peu éborgnée la dernière fois, la notion d'équilibre des économistes, c'est le premier à voir que le capitalisme est un système éminemment instable. Hein. C'est beaucoup plus instable que, si on veut raisonner d'un strict point de vue de la stabilité économique, politique, etc. C'est quand même le système d'exploitation le plus instable que l'histoire ait connu. L'histoire n'a jamais avancé aussi vite, si on veut le dire. Oui, parce qu'ils vont te dire c'est ce qui produit des richesses, mais ouais. profit. Bah ça, le marxisme le reconnaît. Hein. Enfin, je veux dire, Oui, il y a un caractère. Manifeste, oui, contrairement à ce que croient les gauchistes, il y a un caractère progressiste du capitalisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exploitation, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir même une exploitation jusqu'au bout. Okay, simplement, il y a un développement des forces productives. Et c'est d'ailleurs sur ce développement des forces productives qui implique une socialisation de la production que le passage au socialisme est possible. Ça fait partie de la contradiction centrale du capitalisme. Donc, ça, on est d'accord, on est complètement d'accord pour le reconnaître, ça. Hein. On ne condamne pas le capitalisme d'un point de vue moral, quoi. Oui, d'ailleurs, je pense, mais il ne sert à rien de montrer que dans certains pays socialistes, on fait moins bien en termes de rendement, de rentabilité. Il y a plein de choses qui se font moins bien, enfin, d'une certaine manière. Enfin, s'il n'y a pas d'exploitation absolue, les choses sont réparties. On ne pourra pas faire changer, je sais pas, un robinet à minuit, s'acheter une chaîne IFI, comme disait Serge Julie à New York, dans un magasin en pleine soirée. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Non. Puis après, on peut aussi s'entendre sur le fait que création de richesse, finalement, c'est pas tellement ça. Mais... Exactement, oui, voilà, c'est ça. Bon, ça, c'est tout à fait autre chose, mais... J'ai une question un peu naïve qui me vient, mais quand on parle de grands cycles, les économistes utilisent beaucoup les Kondratiev, les 30 ans, 30-40 ans. Je voyais Bocara avait rallongé le Kondratiev de la crise, effectivement. J'avais compris qu'il y avait les cycles de Juglar de 5 ans. Bon. Est-ce que tu trouves que c'est pertinent comme outil et pourquoi, comment ça s'inscrit justement à l'intérieur même de la base du taux de profit? Justement, ça nécessiterait une vidéo entière. Si tu veux bien, je vais esquiver ta question. On garde Parce ça, que ça fait partie de ce que je disais de la spirale, quoi. Il y a des cycles, mais donc a priori, il y a quelque chose qui se renouvelle toujours, mais qui ne se renouvelle jamais dans les mêmes termes. J'avais pris la dernière fois la métaphore de la tectonique des plaques. Pour moi, c'est un peu ça, la notion de cycle de l'ère capitaliste. Mais enfin, vraiment, là, si tu me lances là-dedans, on va y passer 1 heure et demie. Donc, si tu veux bien, on remet cette question on plus reprend tard. l'autre question. Ouais. D'accord. Il y a 2 autres questions. Là, je les affiche. Tu voudrais prendre la deuxième ou la troisième ou les deux? La deuxième, et puis j'y réponds en 30 secondes. Et puis après, la Attends, je vais troisième. la lire alors. Selon la définition marxiste, le taux de profit est le ratio entre le profit et la somme du capital constant et variable. Est-ce facile à obtenir sans données publiques? Faute d'orthographe, c'est pas grave. Une manière de l'obtenir facilement serait de définir le taux de profit comme le ratio entre le profit et le chiffre d'affaires total. Ce n'est peut-être pas strictement équivalent en définition marxiste. Néanmoins, ces données devraient être facilement disponibles. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de faute d'orthographe. Je pense qu'il voulait dire dans les données publiques. Je pense qu'il manque juste un mot, en fait. Et en fait, je vous assure que le mieux qu'on puisse faire, c'est ce que je vous ai montré. Enfin, encore une fois, à 2-3 codicilles près, des gens comme Michel Husson, qui sont plus spécialistes que moi, vont me disputer le taux de profit tel que je l'ai montré, mais ça ne va pas changer fondamentalement la phase de mes graphiques.
pour calculer le taux de profit, ce qu'on peut faire de mieux, c'est ce qu'on appelle les données de comptabilité nationale. Ce ne sont pas des données marxistes. Donc, on peut difficilement en fait le calculer tel qu'on voudrait le calculer, ce taux de profit. Le profit et chiffre d'affaires, ça c'est la profitabilité, ça c'est une donnée qui existe dans les données, disons, d'entreprise. Mais nous, c'est pas ça qu'on cherche à faire. Ce que Marx appelle le taux de profit, c'est bien le rapport entre la plus-value dégagée et issue de l'exploitation du prolétariat divisé par l'avance en capital que fait la bourgeoisie. Mais Sachant que c'est pas la notion de chiffre d'affaires qui non, peut bien la notion de plus-value. non. Le chiffre d'affaires, ce serait la valeur de la production finalement. Ce serait donc la somme du capital constant, du capital variable et de la plus-value. Enfin, tiré par les cheveux, mais bon, ce serait à peu près ça. Donc, encore une fois, les données ne sont pas marxistes. Donc, on fait ce qu'on peut. Donc, pour lui répondre, non, ce n'est pas facilement disponible, les données qu'on voudrait voir, mais par contre, il y a des données facilement accessibles qui sont des données de comptabilité nationale que tout le monde peut télécharger sur le site de l'INSEE et sur l'équivalent de l'INSEE des autres pays, c'est-à-dire des instituts statistiques nationaux. Et à partir de ça, on peut se dépatouiller pour essayer de tirer ce qu'on veut voir. Et encore une fois, donc ça revient à la première discussion qu'on avait eue. On n'arrivera jamais à le calculer complètement. Il y a des erreurs qu'on connaît, mais par contre, ce qui nous intéresse, nous, encore une fois, c'est les tendances. Et ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que si on fait la même erreur partout, en fait, ça va changer le niveau de la courbe, mais ça ne va pas changer la tendance de la courbe. Et nous, c'est bien ce qu'on regarde. On regarde bien les tendances. Donc, c'est pas tellement. Oui, c'est plus difficile de mentir dans les tendances. Tu ne peux pas complètement Ouais. inverser une courbe. En fait, tu peux minimiser et tu passes ton temps à minimiser, mais l'important, c'est de voir combien de fois tu vas pouvoir minimiser et tu ne vas pas pouvoir maximiser alors que tu voulais minimiser d'un seul coup. On fait la troisième question, c'est ça? Ouais. Alors, j'ai une question concernant la baisse tendancielle du taux de profit. Est-il vraiment nécessaire d'accepter toute la théorie de la valeur de Marx pour obtenir cette loi? Et c'est là, je pense qu'on va venir aux libéraux. Je recite, j'ai l'impression que les trois grandes hypothèses suivantes suffisent. La recherche du profit par le capitaliste ou de la plus-value, le fait qu'il agit sur un marché concurrentiel et le fait que la productivité varie en fonction directe du prix des capitaux investis. Ouais. Alors, ce qui pose problème ici, c'est la première hypothèse, la recherche du profit par le capitaliste. La recherche du profit, elle est faite par la théorie classique. Et tu vas prendre un économiste lambda, c'est quand même lui qui va te défendre la notion d'homo economicus. Et un homo economicus entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche à maximiser son profit. Maximiser son profit, oui, c'est ça, il le reconnaît. Okay. Donc, ce qui pose problème dans sa définition, c'est le terme capitaliste. Si le terme capitaliste est la définition d'une classe sociale dans un rapport de production, alors sa question se mord la queue. Parce que c'est justement parce que j'ai une théorie de la valeur qui définit l'exploitation du prolétariat comme étant la classe particulière qui loue sa force de travail et qui produit du travail, et l'exploitation est calculée comme la différence de valeur entre les deux, qu'il y a une autre classe qui s'appelle la classe capitaliste. Donc le problème dans ces trois définitions, c'est, à mon avis, il pose la question en ayant l'impression de dire si j'ai ces trois hypothèses qui sont des hypothèses standards, en fait, ce n'est pas standard. Oui, la recherche du profit, c'est une hypothèse standard que tous les économistes font. Mais par contre, dans l'économie néoclassique, il n'y a pas de capitaliste. Oui. Mais si, il y a quand même des propriétaires privés des grandes moyens de production d'échange et d'autres qui ne sont pas propriétaires où ils acceptent cette définition ou même pas. Non. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans. Peut-être qu'un jour, on fera un cours sur les modèles en économie. Mais il y a un truc extravagant, mais qui va corroborer ce que je vais vous raconter tout à l'heure sur l'effacement des classes sociales par les libéraux. Dans les modèles en économie, il n'y a pas de profit. La concurrence amène le zéro profit. Okay. Donc, en ce sens. Mais pourquoi investir alors? Pourquoi il y a des capitalistes là? Mais parce que le profit, il est défini justement comme étant le chiffre d'affaires moins les salaires payés
moins le coût du capital. Sauf que le capital n'est pas un moyen de production, mais est un facteur de production, au même titre que le travail. Et donc, il n'y a pas de différence entre force de travail et travail. Et le capital n'est pas un rapport de production, mais est une substance, une machine. Et la machine, elle produit comme le travail. Et la conjonction des deux, si tu veux, mettre deux ouvriers côte à côte, c'est pareil que mettre un ouvrier et une machine. La machine, elle produit aussi de la valeur. OK ? Et donc, en fait, tu rémunères ce qu'ils appellent le taux d'intérêt, okay, ce qui est le coût du capital. En fait, dans la théorie, fondamentalement, si tu la prends au sérieux, tu rémunères une machine. Et tu ne rémunères pas le propriétaire de la machine. Et s'il reste du profit à la fin, parce qu'il peut y avoir monopole ou trucs comme ça, c'est-à-dire, encore une fois, la dernière fois, j'avais dit que s'il pouvait y avoir du profit, enfin, il pouvait y avoir une exploitation aussi pour le prolétariat, mais, les deux de toute façon sont corrélés. C'est parce que les règles du marché sont dévoyées, c'est parce qu'on n'est pas en situation concurrentielle, etc. Mais si on est en situation concurrentielle, il n'y a pas de profit. Et de toute façon, dans les théories de monopole, etc., tu t'emmerdes pas. Quand il y a du profit, il est socialisé. Je t'assure que c'est vrai. Parce qu'après, ils vont calculer ce qu'ils appellent le bien-être social. Et le bien-être social, c'est calculé comme étant le surplus du consommateur, c'est-à-dire en gros la satisfaction que le consommateur, donc toi, moi, tout le monde, retire de sa consommation, et il consomme avec du salaire, bon, rien, plus le profit. Ce qui veut dire que l'économiste est indifférent à la répartition entre profit et salaire. Ce qui veut dire qu'en fait, il suppose que le profit… ça fondamentalement. En fait, il suppose que le profit appartient à tout le monde. Donc, en fait, dans les théories économiques, mais sérieusement, vraiment, pas les théories économiques qu'on fait actuellement à Harvard, etc., le profit est socialisé. Mais c'est l'économie néoclassique, non, mais j'en ai fait vaguement dans mes études en passant par Sciences Po Paris, donc je vois très bien ce que c'est, quoi. Donc ça ne m'étonne pas, mais je sais que c'est enseigné même en fac d'éco, et parce que j'ai compris, c'est 80-90% de l'économie, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas, mais oui, effectivement, comme tu dis, le but de ces théories-là, c'est de mélanger en fait le salaire et profit, c'est la même chose de toute façon, puisque c'est traité sur le même mode. On apporte du capital comme on apporte du travail. En fait. Voilà. Donc effectivement, il n'y a pas de différentiel, donc il n'y a pas de taux d'exploitation. Voilà. Et le capital, encore une fois, n'est pas un moyen de production, mais un facteur de production. Facteur de production. Voilà, c'est clair. Et tout ça, ce sont des modèles économiques qui sont issus donc, de l'économie néoclassique à partir de Walras, Jevons, ces gens-là, en fait. Voilà, exactement. Ils n'ont pas évolué sur cette question. Ah oui, alors, une question sous-jacente par rapport à la question qui vient d'être posée. En fait, ils voudraient qu'on admette quand même, sans admettre la théorie de la valeur, qu'on reconnaisse qu'il y a une baisse tendancielle du taux de profit. C'est-à-dire qu'en fait, ou au moins qu'on puisse voir peut-être même pas forcément tendancielle, mais peut-être même, on pourrait rajouter même peut-être voir la baisse du profit. Mais le problème, c'est que ce que je crois que tu me disais en off, mais c'est vrai que de toute façon, ce qu'on va faire les libéraux, c'est qu'ils ne vont même pas reconnaître la baisse tendancielle du taux de profit, parce que de toute façon, ils n'acceptent pas la théorie de la valeur dès le départ. En fait. Exactement. Et remets le document que je t'ai envoyé. Je t'ai remis l'équation en bas. Hop. Donc là, c'est la réponse à la question. Donc, je t'ai remis l'équation du taux de profit qu'on avait définie la dernière fois. Donc, je ne reviens pas dessus. Si vous avez un petit oubli, je vous enjoins à reconsulter la vidéo précédente. Oui, le numéro 3. Et donc, dans la deuxième version, donc le taux de profit, c'est la plus-value, donc pi, profit égale, la première fraction, c'est plus-value, petit p au numérateur, divisé par l'ensemble du capital avancé, constant plus variable, c plus v. Et on l'avait retransformé en une équation strictement identique, on avait tout divisé par v. Et donc, en fait, au numérateur, on a p divisé par v, qui est le taux de plus-value. Et au dénominateur, on a C divisé par V, qui est la composition organique du capital, plus 1. Si on n'admet pas la théorie de la valeur, c'est-à-dire si on n'admet pas que seul le travail produit de la valeur et que le prolétariat est rémunéré à la hauteur de la valeur de sa force de travail et de son travail est accaparé, donc le fruit de son travail est accaparé par la bourgeoisie, et ça se matérialise par le petit p, la plus-value, alors le numérateur dans le deuxième cas ne veut plus rien dire.
Parce que si ce n'est pas uniquement le travail qui crée de la plus-value, Oui. mais si le travail plus le capital, comme dans le capital au sens substantiel, c'est là où il y a un problème avec les mots, c'est que le capital au sens des libéraux, c'est-à-dire le capital au sens des machines, des machins, des trucs substantiels. Mm. Si ça produit autant du travail, si le capital est un facteur de production, alors le taux de plus-value ne peut pas s'écrire comme ça, parce que la plus-value, elle n'est pas dégagée que du prolétariat. Donc la plus-value, c'est plus P divisé par V, mais c'est P divisé par C plus V. Et donc on retrouve la première équation. Donc bon, c'est des mathématiques pas très compliquées en fait. C'est juste Attends, un libéral, il écrirait quoi? Il écrirait pi égale C plus V. Non, libéral, il écrit rien de tout ça. Libéral, il écrit pi égale chiffre d'affaires moins C moins V. Ouais, oui, c'est logique. Voilà. Ça, c'est le profit. Après, le taux de profit, un libéral, il ne l'écrirait pas. Donc, c'est C'est lié de toute à façon. la rigueur, il pourrait toujours l'écrire en des termes enfin si, il l'écrit d'ailleurs parce que c'est les premiers à utiliser des maths. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a baisse tendancielle de taux de profit, c'est parce que le taux d'exploitation ne peut pas être augmenté à l'infini. Et donc c'est pour ça que je dis tout à l'heure, à la fin des fins, si on prouve qu'il y a une hausse tendancielle de la composition organique du capital, alors on a prouvé la baisse tendancielle de taux de profit parce que le numérateur ne peut pas aller à l'infini. Pourquoi le numérateur ne peut pas aller à l'infini? Du fait de la théorie de la valeur. Du fait qu'il n'y ait que le prolétariat qui produise de la valeur. Parce que si le prolétariat produit de la valeur au même titre que la machine, ou que ce que les économistes libéraux appellent le capital, alors le taux d'exploitation, tu t'en fous, il peut aller à l'infini. Tu remplaces tous tes travailleurs par des machines. Du coup, t'as pas de baisse, du coup, tu ne peux jamais identifier de baisse tendancielle et taux de profit. Bon, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens d'ailleurs, parce qu'il raisonne en termes d'équilibre, etc. Bon, de fait, non. Pour imaginer une baisse tendancielle du taux de profit, il ne faut pas sortir du cadre de la théorie de la valeur marxiste, au sens où la baisse tendancielle du taux de profit est une contradiction. Les économistes libéraux vont admettre, selon leur définition du profit, que la concurrence va annuler le profit. Mais selon eux, on atteint un équilibre dit concurrentiel et tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils ne voient pas de contradiction. La baisse tendancielle du taux de profit chez Marx, en soi, elle n'est pas intéressante. Elle est intéressante comme contradiction en process d'un mode de production qui va amener des changements historiques. Chez les économistes libéraux, le but de l'économiste libéral, ça paraît peut-être bizarre, mais c'est vrai quand vous êtes dans l'université, le but de l'économiste libéral, c'est de trouver le monde dans lequel il n'y a pas de profit. Et parce qu'ils ont une mauvaise définition du profit, parce qu'ils considèrent que, comme le capital est un facteur de production, quand vous rémunérez un actionnaire, en fait, ce n'est pas du profit, c'est de la rémunération du capital. Vous rémunérez le capital comme vous rémunérez le travailleur, parce que c'est un facteur de production. Donc, selon leur définition du profit, qui est une définition absurde, eux, ils se mettent en quête de l'annulation de ce profit, quoi. Non, mais le pire, c'est après, il y a toute une théorie de la violence au sens philosophique qui est complètement escamotée. La violence du rapport social qui est escamotée à chaque fois, bon, aussi dans le fétichisme de la marchandise. Enfin, c'est ça que ça Bah, cache aussi. Hein, c'est que justement, tu apportes tu apportes le capital. Puis je crois qu'il y a une polémique récente dans un syndicat qu'on connaît bien sur le fameux coût du capital. Enfin, bon, ça permettait de. Ça faisait rentrer le loup dans la bergerie, d'après ce que j'ai compris. Euh, Bon, alors, du coup, tu as lancé un peu le sujet. Effacement de la violence, c'est exactement de ça dont il est question. Puisque, par au moins 3 fois, je crois avoir dit que la théorie libérale est ennemie de la liberté. Et c'est un peu de ça que je voudrais discuter ce soir. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas historien de la pensée, mais enfin, je me les suis quand même tapés, les économistes. Je me les suis tapés en livre, pour ce qui est de Mandeville, de Smith, de Ricardo, enfin des économistes standards de la pensée libérale, quoi. Et puis, je me les suis aussi tapés ceux d'aujourd'hui. Et donc, je suis assez péremptoire. Ces gens-là sont totalement ennemis de la liberté, bien qu'ils se disent libéraux. Le ver était dans le fruit depuis le début, en fait. Et c'est un petit peu ça que je voudrais essayer de voir.
Je ne prétends pas me substituer aux travaux, par exemple, de Domenico Losurdo sur la contre-histoire du libéralisme, qui est un ouvrage qu'il faut lire sur ces questions. Dans un tout autre registre, je ne prétends pas non plus me substituer aux travaux de Dany Robert Dufour, qui Pour résumer influence. pour résumer Losurdo, il montre bien aussi le fait que c'est ce qu'on appelle des libéraux, ce sont des gens souvent partisans de l'esclavage, partisans de l'inégalité entre les hommes, l'égalité raciale en fait. Ouais. Chez John Locke, je crois qu'on n'a pas le même cerveau selon son portefeuille. Ce sont des gens qui sont pour le suffrage censitaire. C'est très étonnant en fait, hein. Ce libéralisme-là, il est volontaire, il est furieusement inégalitaire, hein. Mais oui, en fait, la thèse de Losurdo, si je veux commencer quand même un gros ouvrage très étayé, donc c'est quand même osé de la résumer, mais cette thèse. Mais bon, si on veut la résumer, en gros, quand les libéraux parlent de liberté, ils parlent de la leur, quoi, et pas celle des autres. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est aussi c'est une thématique même de toute l'œuvre de Losurdo, c'est d'insister sur la démocratie de la race des seigneurs, hein, depuis Voilà. Athènes, en fait, hein. Exactement. C'est quelque chose qu'on retrouve aux États-Unis, hein, dont je sais plus, il insistait surtout beaucoup sur le fait que les 8 premiers présidents, je crois, étaient tous des propriétaires d'esclaves, sauf un, je crois. Donc, et ce sont les pères fondateurs, hein, de la démocratie. Donc, comme quoi, leur notion de démocratie est tout à fait compatible avec la société esclavagiste. À tel point que, justement, ceux qui étaient pour l'abolition de l'esclavage étaient traités de jacobins. Ouais. Bon, donc j'ai pas vocation à me substituer à ce très bel ouvrage que j'avais apprécié il y a quelques années. J'ai pas non plus vocation à me substituer à Dany Robert Dufour, qui a écrit un ouvrage récent qui s'appelle Baisse ton prochain, sur un texte de Mandeville. Bon, j'ai quelques désaccords avec lui dans son bouquin, notamment à un moment donné, il dit qu'on peut réconcilier la race et Marx, bon, pas possible. Mais par contre, il y a des apports assez importants dans son ouvrage. Je suis tout à fait d'accord avec lui, par exemple, quand il dit qu'on peut s'appuyer sur Mandeville pour détruire la thèse de la fameuse éthique protestante de Max Weber. Je vais en toucher 2 mots, etc. C'est aussi un ouvrage à lire sur le. Parce que ça n'est pas une éthique, en tout cas. Oui, non, mais c'est une anti-éthique. Ouais, mais c'est surtout que c'est pas, disons, pas l'éthique, mais disons, bon, c'est le titre du bouquin, mais disons plutôt l'ascèse comme étant comme étant l'origine de l'accumulation du capital. Oui. Et en fait, c'est complètement faux. C'est complètement faux. L'accumulation du capital, c'est pas faite du tout sur une ascèse. On sait très bien comment elle s'est faite. C'est pas du tout comme si en fait c'était mérité. C'est finalement un lien causal. C'est une causalité magique, mystique, dont on s'auto-persuade qu'elle est vraie, en fait. Ouais, mais c'est surtout dans une certaine mesure, une certaine légitimation, parce que ça voudrait dire quelque part, il y a eu un effort, donc c'est mérité, quoi. Oui, mais c'est ça. Il y a eu une ascèse. Je ne suis pas sûr que Max Weber la voit comme une cause matérielle de production du capital. Je crois que. Je pense qu'on lui ferait un procès. Franchement, presque. Bon, pour aussi parler de Max Weber, si tu veux. Mais pour d'autres raisons aussi, notamment des raisons épistémologiques. Jugement de fait, jugement de valeur, etc. Et puis ce qu'il implique dans le positivisme des sciences sociales. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Mais enfin bref, tout ça pour dire que tout ce qu'on va dire ce soir, c'est pas vocation à se substituer à ces quelques auteurs, notamment, je cite ces deux-là, mais il y en a d'autres, sur le sujet de l'histoire de la pensée économique. Moi, je ne suis pas non plus historien. Moi, ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que le ver était dans le fruit depuis le début. Et puis peut-être même essayer de montrer qu'en fait, les pauvres, on en arrive même à les plaindre parce que ils se condamnent eux-mêmes, en fait. Et quand Marx dit que le prolétariat, en se libérant, libérera l'ensemble de l'humanité, c'est évidemment, on pense toujours aux damnés de la terre et aux sous-prolétariats, etc. Mais il faut penser aussi à la bourgeoisie. Je veux dire, la bourgeoisie est aussi dans un carcan, finalement. Elle a beau jouir de biens matériels, de l'exploitation des autres, du pur point de vue développement historique humain, elle est dans un carcan, elle aussi. On est de plus en plus loin de la valeur d'usage, de plus en plus dans la valeur d'échange. Au bout d'un moment, ça donne des puis même ça donne une société complètement folle. Hein, oui, puis même d'un point de vue moral, elle est dans un carcan. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont beaucoup besoin du christianisme, c'est-à-dire d'une morale en fait d'un ancien mode de production
pour pouvoir absolument s'accrocher à quelque chose, puisque leur système est volontairement amoral. Oui, oui, exactement. Et c'est exactement ça. C'est de là dont tout part. C'est amoral. C'est-à-dire qu'en gros, si on veut faire un cours pour classe terminale, disons, Mmh. comme il est d'usage de le dire quand on se moque, donc une autocritique, quoi. Mmh. Le point de vue de Mandeville, en gros, c'est de résoudre la question morale. C'est de dire, mais vous inquiétez pas, les gars, essayez pas de savoir ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire. De toute façon, sa morale à lui, dans la fable des abeilles, c'est les vices privés font les vertus publiques. J'explique. Donc la fable des abeilles, donc il faut savoir qu'il écrit la fable des abeilles, il l'écrit sous forme de fable parce que Mandeville, c'est le traducteur anglais de La Fontaine. Donc, c'est probablement une des raisons pour lesquelles il a écrit son truc sous forme de fable. Donc dans la fable des abeilles, il te décrit une ruche qui, au début, fonctionne sous le système capitaliste. En gros, il crache le morceau un peu. Donc tu as une classe qui jouit du travail des autres, qui est décrite ici, avec cette phrase. Donc la fertile ruche était remplie d'une multitude prodigieuse d'habitants, dont le grand nombre donc, contribuait même à la prospérité commune. Des millions étaient occupés à satisfaire la vanité et l'ambition d'autres abeilles qui étaient uniquement employées à consommer les travaux des premières. On serait prêt à acheter la définition presque, hein, franchement. Quand Kluskar définit les classes comme étant une classe qui consomme plus qu'elle ne produit, une classe qui produit plus qu'elle ne consomme, c'est à peu près ce que dit Mandeville. Avec Sauf que, et Cousteau parle même de consommation libidinale, ludique et marginale. Il y a la vanité ambition. Au bout d'un exactement, moment, on consomme plus que. C'est pas qu'on mange 2-3 fois plus que quelqu'un, puisqu'on peut pas. C'est autre chose. On est dans non, bien sûr, justement le libidinal, ludique, marginal. On est dans d'autres modes, hein, y compris même jusqu'au sadisme. Hein. exactement. Ça. Sauf D'où que, l'intérêt chez Cloutcar de revenir à Rousseau et un nouveau pacte avant le contrat social, une nouvelle Héloïse, donc un nouveau pacte amoureux, etc. ouais, on va en parler deux, Toute trois. une sensibilité. Ouais. Non, on va en toucher deux, trois mots de Rousseau aussi, parce qu'en fait, Mandeville, c'est l'ennemi de Rousseau. Évidemment, il écrit bien avant, mais c'est l'ennemi anticipé. Enfin, d'ailleurs, Ah non, mais Rousseau. Rousseau l'avait compris. Hein. D'ailleurs, c'est la thèse Ah, bien du sûr. livre de Vargas, c'est de dire que justement Rousseau a très bien anticipé Mandeville et il a compris. Enfin, en tout cas, avec Mandeville, il a compris ce qu'on se préparait, même s'il n'a pas forcément compris le mode de production capitaliste, mais ça, il l'a bien vu. Ouais. Alors, ça, oui, ça, j'ai une citation ou deux, parce que souvent, il y a ce truc de dire Rousseau, l'économie, il n'a rien compris, parce que Ah non, souvent, j'ai pas dit qu'il avait rien compris. J'ai souvent, dit simplement, il souvent ne peut pas anticiper une ouais. production il peut pas écrire le capital, c'est tout. Non, il ne peut pas écrire Capital, mais enfin, il en a été une condition. Ouais. De toute façon, rien que pour écrire les constitutions de Pologne et de Corse, il avait une bonne connaissance du terrain économique de son temps. Hein. Oui, bien sûr. Là, tu anticipes deux, trois trucs, mais. En tout cas, oui, justement, Mandeville, la phase des abeilles, justement, les vices privés font les vertus publiques, c'est enseigné de manière beaucoup plus allégée, il me semble, par Adam Smith en disant la main invisible. Et c'est la même chose, c'est la même idée, sauf que c'est Exactement. beaucoup plus cru Voilà. chez Mandeville, en fait. Hein. Exactement. Bon, bah, tu vois, tu m'évites des parenthèses, là, j'allais me perdre. Mais exactement. Parce que bon, la différence avec des gens comme Kluskar, évidemment, c'est le fait que Mandeville, il se satisfait de la situation. La fertile ruche. C'est-à-dire que chez Mandeville, la richesse, la prospérité de la société, qui est ici la ruche, elle vient du fait même de cette division de classe. Et il faut s'en satisfaire. Et elle vient du fait qu'il y a une certaine classe qui est sortie de toute morale, qui consomme de manière complètement dingue, qui jouit du travail d'autrui, qui l'exploite de manière totalement avouée. Okay, et c'est ça qui fait la prospérité. Et dans la fable des abeilles, à un moment donné, les abeilles sont touchées par la morale, elles deviennent d'un seul coup vertueuses, et la richesse dans la ruche s'effondre. Et il y a un exemple savoureux que moi j'aime bien. Il dit par exemple, les gens qui fabriquaient des clés se sont mis à être en fait misérables parce qu'on n'avait plus besoin de clés, parce que comme il n'y avait plus de vol dans la société, on avait Ça ne plus besoin ruisselait plus, en fait. on avait plus de serrures, on n'avait plus de prison, on n'avait plus besoin d'enfermer les gens dans les prisons. Donc en fait, on n'avait plus besoin des serruriers. Et donc en fait,
c'est là tout le point de vue de Mandeville. Il dit, en fait, les serruriers, Mmh. donc il prend l'exemple des serruriers, mais il prend aussi l'exemple des prostituées ailleurs, etc. Il dit, Mmh. ne doivent leur prospérité qu'au fait qu'il y ait des vices. Oui, oui, je comprends. S'il n'y a pas de vol dans la société, les serruriers n'ont plus de travail. Mais Donc, c'est vrai que c'est un saut qualitatif parce qu'il y a un truc, dans l'apologie des sociétés de classe, on remonte jusqu'au, je crois, l'affrontement entre les plébéiens et les patriciens, et le fameux apologue de, je crois, Méninux et Agrippa, j'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, c'est-à-dire la société est comme un corps, et il y a le cerveau, les membres, les bas membres, et les basses classes harmonieusement s'intègrent dans ce corps. exactement. Mais il n'y a pas. Donc ça, c'est organique. La société, le mythe fasciste s'appuie toujours sur l'organicité. Hein, ça, c'est toujours, c'est clair. Il faut chacun à sa place, et le poisson ne pourrit pas du tout par la tête. Au contraire, sa tête, ça pourrit pas du tout. Au contraire, c'est un organisme vivant, et tout fonctionne bien. Mais là, justement, non, parce que là, il y a le côté, non seulement c'est comme un corps, mais en plus, il y a la tête est viciée, et c'est très bien comme ça. Donc, Voilà. Il crache le morceau. Et je pense que, parce que Mandeville, il a été poursuivi, hein. Alors, souvent, on dit qu'il a été poursuivi pour irrévérence, parce qu'effectivement, il tenait des propos irrévérencieux. Il soutenait la prostitution parce que, justement, pour les raisons que j'ai données, c'est-à-dire que le côté lubrique de la bourgeoisie permettait aux prostituées finalement de pouvoir vivre, et que si le bourgeois n'avait pas le vice de dépenser son argent auprès d'une prostituée, en fait, c'était ça ou la mort pour elle. Et donc, finalement, elle ne devait sa survie qu'au fait que on devrait en plus le remercier. Ouais. Voilà. voilà, c'est ça. Enfin, en plus, on doit dire merci, quoi. Mm. Exactement. C'est Mm. ça. C'est ça qui est formidable chez Mondeville. Donc, moi, une de mes thèses, c'est quand même aussi qu'il a été poursuivi parce que finalement, il crachait le morceau. Oui, oui, c'est la même chose. C'est chez Machiavel, chez Sade, un peu. C'est un peu ça double, à double tranchant, mais en même temps, oui. Donc, il faut aussi leur reconnaître ce mérite, c'est des fois de dire les choses crûment. Mais c'est aussi pour ça qu'il est évacué du corpus des grands penseurs libéraux. On parle toujours de Smith et Ricardo, mais on parle jamais de Mandeville, en fait. Donc, Alors que c'est un de tort, Locke. parce c'est un tort parce que Smith, en fait, bon, il va s'en défendre, mais on va essayer de voir que, en fait, il reprend tout de Mandeville. Et là, bon, là, il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Enfin, je veux dire, les spécialistes, notamment en France, Daniel Robert Dufour, mais il y en a d'autres. Mais il est assez clair que Smith, en fait, il reprend tout à fait euh, Mandeville via sa main invisible, et qu'en fait, il y a un retour, il y a une volonté chez tous ces auteurs, finalement, à nier la liberté. Parce qu'il y a une contradiction chez eux. En fait, Mandeville, il te dit, quelque part, il te dit, du coup, il ne faut pas se frapper de morale, il faut laisser aller les instincts, il faut laisser aller les vices. Mais le problème, c'est qu'en fait, chez eux, il y a une contradiction. Ils confondent instinct et vice. Si on suit son instinct, pas de vice. L'instinct, c'est la nature, c'est l'animal. Mm. Je veux Oui, dire, mon chat qui bouffe des souris, il n'y a pas de vice. oui, tout. C'est un instinct. Ok, et dans les deux, il y a une contradiction, en Et la fait. même Donc, contradiction en chez fait, ça, donc quand il dit qu'il faut laisser faire la nature. Oui. sous couvert d'appel à la nature, c'est-à-dire que sous couvert de dire on n'a pas besoin de morale, en fait, il fait un choix moral, lui. Mais il fait le choix du mal. Mm. Tu vois, c'est complètement différent de faire un choix amoral, en fait. Il y a une contradiction, et chez les libéraux, il y a une contradiction totale qui conduira au conséquentialisme, hein, ce qu'on appelle le conséquentialisme, c'est-à-dire, en gros, ce qui compte, c'est pas les moyens, mais c'est la fin, quoi. Okay, bon, ça peut même aller jusqu'au, bon, après, ça irait un peu trop loin, mais à la mauvaise interprétation de Eichmann, enfin de Kant par Eichmann, l'impératif catégorique, etc. Bon, mais peu importe. En plus, je suis pas philosophe, donc je ne vais pas me Oui. lancer, Non, mais si, lancer là-dedans. Mais c'est le gros problème surtout. Non, surtout, c'est que c'est presque une société solipsiste. Donc, chacun, il n'y a pas de contradiction de toute façon entre l'individu et la société. C'est l'individu qui est la mesure de toute chose. Donc, de toute façon, effectivement, comme l'individu est imparfait par rapport à un modèle général, il est forcément vicié. Donc, c'est comme ça qu'il pense quelque exactement. chose. Donc, je pense qu'il ne la voit pas la contradiction parce que de toute façon, il ne pose pas l'autre partie du problème. Donc, il ne pose pas la dialectique individu-société. Donc, même pas Ah non, ou pas du tout. particulier. Pas du tout. Et en fait, on sent bien qu'ils sont effrayés par l'état civil, finalement, hein. Tu vois que là, je voulais parler un peu de Rousseau. Mais Mm. Mandeville, Smith, Ricardo, fondamentalement, bon, Mandeville, il ne peut pas en parler, parce Oui. il écrit avant. Smith, il pourrait commencer, puis Ricardo, bon, il pourrait en Oui. parler, mais il n'en parle pas du tout. Mais fondamentalement, ils écrivent contre Rousseau.
Ils veulent te ramener à un état de nature, mais d'une nature fantasmée. Oui. Non, mais surtout, leur modèle à eux, enfin, leur contre-modèle à eux, c'est Hobbes, c'est-à-dire le Léviathan. C'est pour ça qu'il y a Pour tout le... le marxiste, dont, le plus célèbre est Macpherson, et puis un auteur qui s'appelle Lilian Trouchon, qui a aussi travaillé beaucoup là-dessus. Euh, et ça a inspiré beaucoup de marxistes, façon de justifier l'État. Mais justement, il est à contre-courant complet de toute cette école anglo-saxonne qui, en même temps, elle se positionne contre. Effectivement, nous, ça va être Rousseau qui va finalement les épingler, enfin, d'une certaine manière. Pas forcément nommément, mais en tout cas voir le problème. Oui, bien sûr. Et donc, chez Mandeville, il y a, on congédie la morale, quoi. En gros, les vices privés font les vertus publiques. Donc ça, c'était la première citation de Mandeville. Si tu veux bien mettre la suivante. La suivante, elle est de Smith. Ouais. Donc Smith, il est connu pour La richesse des nations, mais avant La richesse des nations, il a écrit un bouquin qui s'appelle La théorie des sentiments moraux, dans lequel on trouve quelques citations. C'est dans cet ouvrage qu'on trouve la première citation de la main invisible, dans lequel on trouve des citations qui sont quand même pas piquées des hannetons. Et en fait, c'est exactement, tu as employé le terme, chez Mandeville, c'est la théorie du ruissellement. C'est-à-dire qu'en gros, la prospérité de tout le monde vient du fait qu'on satisfait les vices d'une classe particulière. Et donc, c'est là quand même où il y a quand même un gros problème, parce qu'on est quand même en train de supposer qu'il y a une classe d'Ubermensch dont la satisfaction des désirs permet et rejaillit sur tout le monde quand même. Ouais, on est quand même pas très loin des théories racialistes. On n'a pas voté pour ça, en tout cas, a priori. Non, mais c'est clairement ce qui est exprimé. Et donc, c'est pour ça qu'il congédie la morale, quoi. Il ne faudrait surtout pas introduire de la morale là-dedans, parce qu'il pourrait plus jouir sans entrave. Exactement. Pardon pour cette blague. Non, mais c'est pour ça que. Justement, après, ça me rappelle ce que dit Koestler, c'est que justement, ce qu'ils vont faire, c'est la dichotomie Noumen-Phénomène pour pouvoir mettre la morale du côté du Noumen. Donc, on le garde, on le préserve dans un certain romantisme. Et vous aurez les gestionnaires de l'autre côté qui, dans le pur positivisme, où là, on a volontairement exclu toute problématique morale. On ne peut pas totalement l'exclure, la morale. On a toujours besoin même du curé pour. Ça va être le paradoxe de Maurras. Athée lui-même, il sait bien qu'il a besoin du curé pour tenir le peuple en respect. Ces gens-là, en fait, ont toujours besoin de cette morale archaïque du féodal, en fait, du christianisme. Là, ils la maintiendront toujours. Mais en même temps, ils ont aussi besoin de ce genre d'amoraliste pour justement que dans leur société civile, les choses soient claires, en tout cas. Bien sûr. Pour eux, la morale a toujours besoin pour les autres, en fait, pour donner son morale. Voilà. Mais donc, l'idéal, c'est quand même d'avoir une société cohérente. Mais pour ça, il ne faut plus être soumis à la théorie de la valeur, d'une certaine manière. Bien sûr. Où il n'y a plus de fétichisme de la marchandise et d'exploitation. Bien sûr. Alors que l'exploitation est dans chaque rapport social. C'est-à-dire qu'elle est intrinsèque au rapport social, comme tu l'as bien montré. Je vais lire peut-être la citation. La Providence, en partageant la terre entre un petit nombre d'hommes riches, n'a pas abandonné ceux à qui elle paraît avoir oublié d'assigner un lot. Et ils ont leur part de tout ce qu'elle produit. Pour tout ce qui constitue le véritable bonheur, ils ne sont en rien inférieurs à ceux qui paraissent placés au-dessus d'eux. Tous les rangs de la société sont au même niveau quant au bien-être du corps et à la sérénité de l'âme, et le mendiant qui se chauffe au soleil le long d'une haie possède ordinairement cette paix et cette tranquillité que les rois poursuivent toujours. C'est merveilleux, oui. Sans déconner, on dirait un blanc qui se balade en Afrique dans les années 30. On dirait Tintin au Congo, le bonheur des gens qui n'ont rien. Et ils sont heureux parce qu'on leur jette de la nourriture par la fenêtre. Des choses comme ça. Parce que Smith, il passe toujours comme étant le gentil libéral. Non. Il est tout aussi dingue que Mandeville, sauf qu'il a l'intelligence de cacher le glacis irrévérencieux. Mais c'est strictement la même chose. C'est très exactement la même chose. En plus, là, c'est la Providence qui s'en charge. Bon, après, on verra dans la citation suivante que la Providence, finalement, c'est la main invisible. Mais qu'est-ce qu'elle a de commun, la Providence, avec l'état de nature? C'est la même chose. Nature ou Dieu, c'est la même chose, comme disait l'autre. Pourquoi c'est la même chose d'un point de vue politique? Parce qu'on ne peut rien y faire. On ne peut pas empêcher la gravité, si la gravité est une loi de la nature, de même qu'on ne peut pas empêcher la loi divine de se produire, parce qu'on n'est pas Dieu, quoi.
Mmh. Donc, sans remettre à la providence ou s'en remettre à la nature pour expliquer les rapports sociaux, c'est strictement la même chose. Donc, en fait, C'est refuser la société aussi, d'une certaine manière. C'est exactement, refuser l'histoire, la c'est culture, oui. refuser l'histoire. Voilà. Et c'est surtout refuser le fait qu'on puisse y faire quelque chose. C'est refuser le fait que le rapport homme-nature est constamment modifié, en fait. Que l'homme repousse les barrières naturelles. Donc c'est pour ça que dès le départ, il y a un problème philosophique, en fait. Bien sûr. Ah bah, C'est pour ça c'est que je pensais clair. à Lukács qui parlait d'ontologie de l'être social. Il insistait beaucoup sur le métabolisme homme-nature, Clairement. même et il parle de l'ontologie de l'être social, qui fait partie de l'essence de l'homme. Tu ne peux pas l'abstraire un Ah peu oui, oui. niveau. Oui. Ah non, bah, clairement, oui, bien clairement, oui. Non, mais on voit bien que c'est un délire, en fait, leur manière leur conception du monde, en fait. Ah bah, c'est C'est complètement. un délire qui permet de se justifier dans leur enfermement de classe, en fait, hein, dans leur solipsisme, dans leur bunker imprenable. La société est comme elle est. Enfin, c'est une justification finalement de l'inaction sociale, en fait. Exactement. Ah bah, carrément. Alors Exactement. attends, parce que C'est évidemment, tu vas avoir plein de gens qui vont te dire, vous citez à tort et à travers, vous prenez une citation tirée hors de son contexte. Je pense que tu peux garantir que des citations comme ça, il y en a beaucoup, quoi, en fait, hein. Oui, oui, non, il y en a beaucoup. À la femme des abeilles, que tout le monde comprenne, le but, c'est de prouver ça. Donc, ça n'est Ah oui. Le QFD, quoi. Donc, le but de la fable des abeilles, c'est de prouver que dès l'instant que la morale se mêle de l'affaire, la richesse de la ruche s'effondre. Et donc, en fait, c'est de prouver que même si on pouvait condamner d'un point de vue moral le sort qui était réservé aux prolos dans la ruche de la première partie, en fait, on se rend compte que si on y introduit de la morale, bah, c'est encore pire pour eux. C'est de la pure théorie du ruissellement, vraiment. Et c'est très important, cette théorie du ruissellement, parce que c'est celle qui prévaut encore quand Macron a supprimé l'ISF. C'est très exactement le raisonnement qu'il a. Quand il supprime l'ISF, on va essayer de parler un peu d'actualité. Qu'est-ce qu'il fait quand il supprime l'ISF? Et je ne le prends pas en traître, je ne le cite pas mot pour mot, je ne connais pas mon Macron par cœur quand même. Mais enfin, ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait dit qu'il va supprimer l'impôt. Pourquoi? Pour que le capital s'alloue dans des entreprises, que le capital s'investisse et qu'il puisse mettre au travail des gens. Et donc, ça va bénéficier à tout le monde. Donc, le fait qu'on ne taxe plus les revenus du capital, les revenus du capital financier, en fait, on se leurre complètement si on a un point de vue complètement moral. Alors certes, on est un peu moral comme ça, mais d'un point de vue conséquentialiste, c'est formidable pour le prolétaire parce que ça va lui permettre de travailler. Donc il faut encore dire merci. oui, parce qu'on a augmenté le rapport d'exploitation. Exactement. Donc il faudrait encore dire merci. Oui, c'est ça. Tu vois? Donc c'est quand même complètement dingue. Mais c'est plus de l'argent qu'on a arraché, qu'on a mis pour faire, je sais pas, des hôpitaux, des crèches, je sais pas, même payer des places d'opéra chères, hein, pour tout le monde. C'est de l'argent qui c'est public, quoi. Voilà. Non, Voilà. faut donner de l'argent pour qu'ils augmentent le rapport d'exploitation et remettent la machine, en fait. Exactement. Et alors que en plus, je veux dire, l'impôt sur la fortune, ce n'est qu'une correction, c'est quand même pas la révolution. Hein? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Je vais Mais citer- en plus, ce gros problème, c'est que c'est tous les problèmes de politique de relance keynésienne que prenaient les sociodémocrates à l'époque. Hein, maintenant, ils sont tous sociolibéraux, mais ça n'est possible que si tu as une politique de contrôle d'échange, de contrôle des prix, enfin, c'est contrôle dirigé, sinon les capitaux faut que le camp à l'étranger. Enfin, on est bien d'accord. Ça aussi, Oui. Oui, bien sûr. ça aurait un sens que si. Parce que, Oui, bien sûr. parce que l'argument toujours qui sort sur l'ISF, c'est bon, bah, les gens partent à l'étranger. Mais c'est aussi parce qu'on les laisse partir. Enfin, d'une certaine manière, on laisse ces capitaux s'investir ailleurs, dans les paradis fiscaux. Oui, bien sûr. Pourtant, on a toujours Monaco à côté de chez nous, alors qu'on aurait dû le reprendre en 45, enfin, en tout cas, l'intégrer en 45, je veux dire, vu leur comportement pendant la guerre, etc. etc. Et des paradis fiscaux, il y en a beaucoup. Donc, bon, pardon, je change. Non, il n'y a pas de mal. Mais Mais... après, il faudrait aussi parler de Keynes, parce que Keynes, on ne le dit pas, mais c'est aussi un fils de Mandeville. Hein. Parce que Keynes, maintenant, rétrospectivement, on dit qu'il a voulu soutenir la demande, etc. Pas vrai du tout. Enfin, si, dans une certaine mesure, mais ce qu'il a surtout voulu soutenir, c'est l'investissement. Keynes, il n'était pas du tout pour donner de l'argent aux pauvres. Hein. Là, je garantis la citation, c'est « La lutte des classes me trouvera toujours du côté de la bourgeoisie cultivée ». Texto. Ouais. Voilà, donc voilà. Et alors, attends, parce qu'on va citer aussi un petit peu des gens de notre parti quand même. Bon, je vais pas te faire une devinette, mais je te dirai l'auteur après quand même.
C'est donc une des plus importantes affaires du gouvernement de prévenir l'extrême inégalité des fortunes, non en enlevant les trésors de leurs possesseurs, mais en ôtant à tous les moyens d'en accumuler, ni en bâtissant des hôpitaux pour les pauvres, mais en garantissant les citoyens de le devenir. Rousseau, discours sur l'économie politique. Ah oui. Oui, comme quoi. Tu vois, rien à voir. C'est les ennemis de Rousseau, ces gens-là. Et c'est c'est pas pour rien si là, je viens de lire, j'ai acheté les bouquins de Chapoutot là, récemment, là, je me les suis tous tapés. C'est pas pour rien si, en gros, si les auteurs que les nazis, les 3 auteurs que les nazis attaquent le plus, c'est Rousseau, Robespierre et Marx. Il y a une filiation quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Une C'est filiation. le fameux discours de Rosenberg en 40 à l'Assemblée nationale française, Sang et or, où il s'attaque à la Révolution française. Hein, Ouais, bien sûr. Politzer a fait le plus beau texte de réponse théorique de la résistance. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis il y a une condamnation morale. Enfin, une condamnation de la morale. De là, plus loin, morale. Tout à fait, oui. Après, ce qui est terrible, c'est le lien Rousseau-Kant. C'est-à-dire Kant qui est le meilleur disciple, et en même temps, il y a un escamotage politique. Même s'il ne peut pas tout dire, Kant. Non, je crois qu'il avait quand même le portrait de Rousseau chez lui. Enfin, l'impératif catégorique, il y a quand même une morale en son cœur, quand même. Oui, tout à fait, mais il n'y a plus le contrat social. On a l'impératif catégorique à la place du contrat social. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais on a perdu quelque chose, on a perdu un peu la société. Non, mais bien sûr. C'est pas moi qui trouve un kantien, il n'y a pas de problème. Enfin, bon, c'est pas non plus un affreux jojo nazi. Non, bien sûr que non. Non, mais c'est ça qui est dingue, c'est que justement, toute la philosophie allemande, justement, on procède justement des Lumières françaises. C'est ça. Oui, bien sûr. Bon, bref. Oui, on s'égare un peu. Du coup, Smith, il reprend clairement Mandeville, en ce sens où il efface les classes, lui aussi. C'est-à-dire que Mandeville, il efface. Certes, Mandeville, il les révèle un petit peu parce qu'il crache le morceau d'un point de vue un peu irrévérencieux, mais en fait, il cache aussi les. Enfin, toute cette théorie-là vise à dire qu'il n'y a pas de classe. Parce qu'en fait, quand ils disent ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'en fait, l'intérêt de la classe qui est au-dessus, c'est le même que l'intérêt qui est de la classe qui est en dessous. Certes, il y en a une qui est au-dessus, il y en a une qui est en dessous, mais si tu satisfais celle qui est au-dessus, alors tu satisfais celle qui est en dessous. Alors que je rappelle qu'on avait dit la dernière fois avec la théorie de Marx, un des résultats premiers de la théorie de la valeur de Marx, qui paraît évident maintenant, et heureusement, j'espère en tout cas, qui paraît évident à tout le monde, mais qui en fait ne l'était pas à l'époque, c'est qu'avec une théorie de la valeur comme celle que Marx produit, l'intérêt de la bourgeoisie est strictement inverse à l'intérêt du prolétariat. C'est ça la lutte des classes. Là, il n'y a pas de lutte des classes. Certes, Mandeville, il te dit qu'il y a une classe au-dessus, une classe au-dessus, une classe en dessous. Mais en gros, si tu satisfais l'une, alors tu satisfais l'autre. Et si tu arrêtes de satisfaire celle qui est au-dessus, alors celle qui est en dessous s'effondre. Donc, il n'y a pas lutte des classes, puisque les deux évoluent en même temps. Oui, c'est ça. Alors, lui, donc, il y a forcément, s'il n'y a pas une différence d'intérêt, il y a forcément une différence de nature, en fait. Donc, voilà, il y a une différence. C'est Luberman chez Lunkerman. Voilà, c'est ça, une différence de la nature. Et il est très bon pour tout le monde que chacun reste à sa place. C'est Castille. Tout à l'heure, si on a le temps, je t'évoquerai un petit modèle en économie du travail qui n'est pas piqué des hannetons, mais c'est un des modèles qui est utilisé encore dans les laboratoires aujourd'hui, cité par les mecs qui travaillent à Harvard et tout. Enfin, tu vas voir un petit peu la nature du bazar. C'est quand même assez. Donc c'est pour ça que j'en parle aussi. C'est pas juste pour me taper des auteurs du XVIIIe siècle. En soi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. C'est parce que ce sont les enfants de ces gens-là. Et c'est des enfants les pires parce qu'ils n'ont même pas lu. Donc voilà. Donc Smith, il cache aussi les classes. Tu vois, donc il se débarrasse du côté irrévérencieux de Mandeville, mais il reprend tout à fait cet effacement des classes. Et encore une fois, certes, on est avant Marx, mais j'ai cité Rousseau tout à l'heure à dessein. Enfin, je veux dire, certes, comme tu le disais, Rousseau n'a pas écrit le Capital, mais enfin, il voit bien le problème. Ce n'est pas un problème de répartition, c'est vraiment un problème de lutte de classe. Dans la citation que j'ai faite de Rousseau, il n'y a pas le terme, mais enfin, en substance, il y a par essence, il y a la lutte des classes là, qui a été comment émise. Bon, la force de Rousseau, c'est d'avoir créé un cadre ternaire où il y avait pas, c'est pas simplement l'affrontement binaire, les Lumières contre l'obscurantisme, c'est de comprendre qu'avec ça même des Lumières, tu as ce genre d'amoralistes aussi qui sont en train de prendre le pouvoir, quoi. Donc c'est d'avoir compris son père Voltaire, quoi. Ah oui, bien sûr. On résume à gros traits, là on n'est plus en terminale, on est en seconde, mais je pense que c'est important aussi. Donc, après,
une fois qu'on s'est débarrassé de la providence, parce que quand même, il ne peut pas tenir longtemps, la main visible, elle arrive. La main invisible, elle arrive, la main invisible. Donc, en fait, la main invisible, c'est la providence, tout pareil. Une main invisible semble les forcer à concourir à la même distribution des choses nécessaires à la vie qui aurait eu lieu si la terre eût donné en égale portion à Eût chacun. été donné en égale portion. Oui. Et ainsi, sans en avoir l'intention, sans même le savoir, le riche sert l'intérêt social. Le riche sert l'intérêt social. Il n'y a pas de lutte des classes là. C'est clair. C'est clair. Et après, croiser et multiplier, là, c'est bon. Alors, ils ne sont pas malthusiens, là. Ils ne sont pas encore. Non, c'est Ricardo qui est malthusien. Ouais, c'est Ricardo, d'accord. Là, on n'y est pas encore, hein, parce qu'en 1759, il fallait encore faire des bombes. On avait encore. Oui, bien sûr. Non, c'est Ricardo qui est malthusien. D'accord. Et donc, tu vois, tu as ça. Et remonte un peu la situation d'avant, parce que je voulais dire quelque chose que j'ai oublié de dire. Qui est-ce qui produit dans la citation d'avant? C'est la Providence. La Providence, en partageant blablabla. C'est un facteur de production aussi, alors. On va à la fin de la phrase, tout ce qu'elle produit. Ouais. Produit. C'est ça l'histoire. Ouais, bien vu. Bonne analyse de texte. Ouais. Bravo. Alors là, tu as montré même le conscient et l'inconscient du bonhomme. Ouais. Magistral. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Tu vois. Bon, comme négation du producteur réel, là c'est parfait. Bah, c'est le propre de toute métaphysique, c'est que littéralement. Voilà. Non, mais ce monsieur est quand même présenté. C'est non seulement c'est pas l'homme qui crée Dieu, c'est l'homme c'est Dieu qui crée l'homme et qui le produit même carrément, qui produit ses richesses. Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas histoire. C'est fini tout ça. C'est fini. Bon, voilà, j'avais oublié de souligner ça. Mais c'est quand même important, parce que là, il y a une contradiction réelle dans les termes en une phrase. D'ailleurs, on comprend pourquoi. Non, mais c'est vrai qu'on reproche souvent aux marxistes d'avoir des citations toutes prêtes, toutes faites, même de Marx, mais il dit, bon, on les voit jamais citer leurs grands auteurs, en fait. Ils s'y réfèrent jamais. Hein. Premièrement, ils lisent, en tout cas pour les économistes, je ne sais pas ce qu'il en est dans les départements de philosophie, mais les économistes, je t'assure, ils ne lisent même plus Smith. Il n'y a plus que la logique du raisonnement. Bon, ça, on pourra y faire, si tu veux, autre chose là-dessus, mais c'est terrible. Mais bon, c'est quand même les fils de ça, d'un certain point de vue. Parce qu'en fait, ils reprennent des modèles dans lesquels c'est inclus. Parce qu'à la fin des fins, on va finir sur Valras aujourd'hui. Tu verras qu'en fait, tout ça, en fait, ça mène à la négation des classes sociales. C'est ça que je voulais dire. Il y a à la fois une négation des classes sociales, au sens où il y aurait un conflit des classes, mais en même temps, il y a une hiérarchie des êtres humains. Au sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on admet le fait qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, en gros, mais il n'y a pas de lutte dans le sens où l'intérêt de ceux qui sont au-dessus n'est pas en conflit avec l'intérêt de ceux qui sont en dessous, donc il n'y a pas de lutte. Mais en même temps, il est bon qu'il y ait une hiérarchie, parce qu'il y a des mecs qui sont super intelligents, il y a une classe au-dessus, quoi. Et donc c'est formidable de se laisser aller dans les bras de ces maîtres, parce qu'ils vont nous conduire sur le bon chemin. Et je peux irrésistiblement penser au livre de Lukács qui s'appelle La destruction de la raison. Il dit au moment où on commence à détruire la raison, c'est en philosophie, c'est Schelling qui parle d'intuition intellectuelle. Il y a une classe sociale qui a une intuition intellectuelle, Anschauung en fait. Évidemment, le menu peuple, non. Ce qui est inadmissible pour Hegel. Hein. Pour Hegel, c'est pas possible. La méthode, elle est la même pour tout le monde. À partir du moment où justement alors chez les libéraux, cette philosophie implicite dont tu parles jamais, elle est là, c'est la société de caste. Et c'est une société de caste en fait. La seule manière de le justifier, c'est de le justifier de manière castique. Exactement. Donc, ça c'est la première citation de la main invisible, et donc on voit que la main invisible, finalement, elle est là pour cacher les classes sociales. Clairement. C'est-à-dire qu'en gros, on est passé de Mandeville qui crachait le morceau mais d'une manière irrévérencieuse à Smith qui crachait le même morceau mais qui mettait la providence. Et puis finalement, la providence a été remplacée par la main invisible. Qu'est-ce que c'est que la main invisible? En fait, eh bien, la main invisible, c'est ce mécanisme formidable qui fait que sur le marché, des intérêts privés se rencontrent. Donc on remplace intérêt par vice chez Mandeville, mais c'est la même chose. Des intérêts privés se rencontrent, et puisque chacun poursuit son intérêt, alors la richesse des nations éclate. Et ça, c'est la prochaine citation, qui est une citation très connue, si tu veux bien la mettre. On va passer à l'autre livre, alors.
Voilà. La richesse des nations. Voilà. Attends, je regarde, on est passé de 1759 Ouais. à 1776. Oui. Entre-temps, il y a eu une nouvelle Héloïse, le contrat social, et on commence le criticisme kantien. D'accord. Ah oui, bien sûr. Mm. Et, ouais. Ok. Puis il y a les idées françaises qui arrivent. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. C'est pas bon, ça. Mais vraiment, enfin, je veux dire, ces gens-là sont des anti-contrats sociaux, clairement. Oui, oui, c'est clair. C'est clair. Et donc voilà, donc la phrase, une des citations les plus connues de Smith, enfin, je veux dire, Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est même, ça, même, un, même, un, même un étudiant de terminale, il le connaît, ça. Mhm. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'il apporte à la recherche de leur propre intérêt. Pardon. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ici, il faut bien comprendre, là c'est une citation évidemment, mais dans le contexte, euh, ici, la poursuite de l'égoïsme, la poursuite de l'intérêt, c'est naturel. C'est un renvoi à la nature chez eux, hein, comme le vice chez Mandeville. Et on trouve la même contradiction. Se renvoyer à la nature en prétendant que l'on poursuit son intérêt, parce que c'est la nature humaine, c'est l'homo economicus, c'est ce que tu veux, ok, c'est inclus en us, notre nature, c'est complètement débile. Il n'y a pas d'intérêt dans la nature. Les animaux, ils ne poursuivent pas des intérêts. Oui, c'est la notion d'instinct, mais qui n'était peut-être pas très Ils, clair à l'époque. ils poursuivent des proies, Mm. mais pas des intérêts. Mm. Je veux dire, un intérêt, c'est un produit social, un intérêt. Mm. Et donc, mais ça c'est une contradiction dans laquelle ils s'enferment et de laquelle ils ne sortiront jamais. Ce qui fait qu'en fait, c'est une théorie qui, d'un pur point de vue épistémologique, quand tu l'appliques en économie, ne tiendra jamais debout, en fait. Mm. Et ça, Marx l'a très bien vu. Mm. Il y a des prémices parce qu'ils crachent le morceau. Ils crachent l'exploitation. Ils la crachent. Mm. Ils le disent clairement. Mais en fait, Mais du point de vue de l'analyse scientifique, ça ne tient jamais debout parce qu'ils sont enferrés dans des contradictions pas possibles de légitimation de l'ordre social qui fait qu'en fait, ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. oui, Et en fait, celui qui ira jusqu'au bout, c'est Marx. exactement. Oui. Mais justement, là, pour ne pas avoir à se justifier, en fait, maintenant, ils calculent. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu ne dis plus des choses comme ça, mais tu calcules finalement bah, ton profit, bah, c'est ton chiffre d'affaires moins C, moins V. Quoi, Oui, voilà. Voilà. Ouais, ouais. Et ou tu alors t'en remets. tu dis au contraire que ça fait travailler les gens. Quoi. Bah, c'est exactement ce qui est dit là. Exactement ce qui est dit là. C'est parce que je poursuis mon intérêt. Alors, tu remarqueras qu'en plus, ici, c'est quand même bien foutu. Parce qu'il n'y a pas de division du travail là. Parce qu'on reproche souvent à Rousseau la petite propriété, etc. Mm. Là, le capitalisme est déjà bien développé, hein, 1776. Hein. On n'en est plus aux petits entrepreneurs, on a déjà des manufactures. Quoi. Mm. Donc, il n'y a que des petits entrepreneurs là. Donc, il n'y a personne qui exploite personne. Je veux dire, le boucher, certes, le boucher, Mm. il y a que des gens qui vendent la Mm. valeur de leur travail. Il n'y a pas de force de travail qui est vendue à quelqu'un. Il n'y a que des entrepreneurs individuels, là. Un boucher, un Ouais, brasseur, un c'est boulanger. les libres producteurs associés, quasiment. Voilà, exactement. Mais associés par le marché. Et donc, en fait, c'est ça. En fait. Donc là, tu vois, tu anticipes Valras, parce qu'en fait, Valras, effectivement, chez Valras, le marché est un socialisme. Une forme de socialisme, il appellera ça d'économie pure, mais ça revient du socialisme, où en fait, le producteur consomme sa propre production. Oui, et puis ça La finit par valeur de sa s'équilibrer propre de toute production. façon. Et s'il y a un Voilà. oligopole, ou un monopole, bah, au bout d'un moment, il est concurrencé et tout revient à la normale. Voilà. Bon, alors maintenant, encore une fois, tout à l'heure, comme je te le disais, maintenant, même quand il y en a, c'est formidable, de toute façon, c'est socialisé. Mais vraiment, dans les modèles en économie, aujourd'hui, EDF appartient à tout le monde. Si seulement. Non, mais. Donc, bon, mais en même temps, ils ne peuvent pas faire autrement que de dire des âneries. Parce qu'encore une fois, tous leurs auteurs, là, tous ceux qu'on est en train de dire, sont là pour cacher les classes sociales. Il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a pas d'exploitation, finalement. Donc, en fait, on est parti avec Mandeville qui crachait un morceau quand même assez, et j'allais dire correct, finalement, enfin, du pur point de vue de l'analyse. Il y a presque de l'exploitation chez Mandeville, presque. Oui, c'est vrai. Tu vois et au fur et à mesure, ils vont reprendre Mandeville et ils vont se débarrasser du côté indicible de la chose. Et donc, ils vont cacher les classes, mais finalement, ils en gardent la substantifique moelle, dans le sens où, en fait, ils gardent le fait qu'il y a toujours une race des seigneurs qui est au-dessus et dont il faut satisfaire l'intérêt. Et si on satisfait l'intérêt de ces gens-là, alors c'est l'ensemble de la société qui se porte bien. Okay, et donc, tu remplaces vice
chez Mandeville par intérêt chez Smith, tu remplaces vertu publique par richesse des nations chez Smith, mais c'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme. Et la main invisible, c'est un mécanisme divin ou naturel, mais c'est la même chose. La même chose. Mais une nature fantasmée, attention, hein, c'est pas la nature c'est pas la nature des biologistes ou des physiciens là, hein, c'est une nature complètement fantasmée. Hein, c'est une nature dans laquelle il règne une harmonie, des paradis perdus, Oui. voilà, des trucs. C'est vrai que au XVIIIe siècle, le sens nature, c'est l'opposition à l'ancien régime. Les philosophes se servent du terme nature pour être strictement polémique, comme le fait parfois Rousseau, justement, d'une certaine manière. La vocation, Ouais, ouais. il y a une différence entre un terme polémique que revêt le terme de nature et justement l'invocation à la nature même, quoi. C'est-à-dire, là, justement, c'est une négation de la vie. Ouais, bien sûr. Vas-y, continue. Donc, Alors, tiens, hum, rentre dans le dur. ouais, on rentre dans le dur. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, qu'est-ce que ça va amener chez Smith, euh, cette vision-là? Eh bien, ça va amener ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire que ça va amener une vision substantialiste du capital. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de classe sociale, au sens où Marx les définira, avec une lutte des classes, etc., en fait, il n'y a que des facteurs de production, et donc en fait, l'analyse de la production ne se fera jamais en termes de classe, elle se fera en termes de technologie, en termes de technique, si on veut. Et donc, il faut savoir en gros combien de travailleurs pour combien d'unités de capital, pour combien d'hectares de terre, pour combien de machins, etc. Et donc, en fait, chacun qui est propriétaire de son petit quelque chose, donc soit tu es propriétaire de ton travail, soit tu es j'insiste bien, de son travail, pas de la force de travail, c'est un apport de Marx, soit tu es propriétaire je sais pas, de ta terre, soit tu es propriétaire des moyens de production, et donc chacun amènerait sa pierre à l'édifice, poursuivrait son propre intérêt, et de là éclot la richesse des nations. Mais du coup, l'analyse de la production n'est plus c'est pas qu'elle n'est plus, c'est qu'elle n'est pas analysée en termes de rapport social, elle est analysée en termes purement techniques. Et ça, c'est un truc que Lénine a bien vu, tu vois, quand il dit l'économie politique n'a pas du tout pour objet, comme on le dit souvent, tu vois, là on est plus d'un siècle plus tard, donc on le disait encore et on le dit toujours aujourd'hui, comme on le dit souvent, la production des valeurs matérielles, c'est l'objet de la technologie, mais les rapports sociaux engendrés entre les hommes par la production. Et c'est ça que Smith, en reprenant Mandeville, contribue à cacher. De fait, la science économique, avec Smith, ça ne devient que technique. Et une des autres citations les plus connues de Smith, c'est la fameuse fabrique d'épingles, où en fait, il va dire la division du travail, la division technique du travail, pas la division du travail social, comme dira plus tard Durkheim. Et j'insiste bien, Durkheim, il ne se trompe pas, même si son bouquin, bon, il y a des problèmes, mais Durkheim, il ne se trompe pas, il dit bien la division du travail social, et pas la division sociale du travail. C'est le travail qui est social, c'est pas la division. Ouais. Mais la division technique du travail chez Smith, qui est l'autre citation la plus connue avec sa fabrique d'épingles, en gros, Smith, il te dit, ce qui contribue aussi à la richesse des nations, c'est le fait que dans une fabrique d'épingles, il y ait un mec qui fabrique la tige, un mec qui fabrique la boule, et un troisième mec qui mette la boule sur la tige de l'épingle. Et que s'il y avait à chaque fois le même mec qui fait les trois opérations, et ben en fait, à la fin de la journée, on fabrique moins d'épingles. Et donc, du coup, tu analyses la production et la productivité et le possible profit et la valeur de la production, etc., que en des termes purement techniques. Même ça, c'est la technologie, ça, c'est pas. Et c'est bien ce que dit Lénine, il dit, mais ça, c'est pas du tout les problèmes de l'économie politique, ça, les gars. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ça, c'est un problème d'ingénieur, en gros. Mais c'est pas un problème de. Cette phrase-là, c'est quasiment structuraliste. C'est toute parole avant de signifier quelque chose, signifie d'abord pour quelqu'un. On est dans le rapport ternaire, là. On n'est pas simplement dans le progrès des forces productives. C'est pas ça. Exactement, exactement. Et là où Lénine voit très bien les choses, c'est la fin de la citation. Donc, c'est seulement en concevant la production dans le premier sens, donc dans le sens purement technique, que l'on peut en dissocier la répartition. Donc là, si tu veux, on est dans un problème comme Piketty. Piketty, il est complètement là-dedans. Piketty, lui, il ne s'occupe pas de la production, il regarde juste la production. Il regarde juste la répartition, pardon. Et il dit, bon, de toute façon, on s'en fout, on a produit une certaine richesse, maintenant, C'est mal réparti, ouais. Maintenant, ce qui nous occupe, c'est de la répartir. Ouais, sauf qu'on ne l'a pas produite comme ça. Enfin, on l'a produite selon un certain rapport social. Et si on l'a produite, c'est parce qu'il y a eu un certain rapport social. Dans ce cas, je reprends la citation, dans ce cas, au lieu des catégories de formes historiquement déterminées de l'économie sociale, on voit figurer dans la rubrique
production des catégories se rapportant au processus du travail en général. D'ordinaire, de plates banalités de ce genre ne servent qu'à estomper par la suite la réalité historique et sociale. En fait, il y a un effacement des classes par la technique. La technique, c'est le renvoi à la nature. C'est pareil, le renvoi à la technique, c'est le renvoi à la nature. Et donc, ça permet d'effacer la réalité historique et sociale. Et là où il est génial, Lénine, exemple, la notion de capital. Et aujourd'hui, quand on entend un économiste parler de capital, il ne parle pas du capital en tant que rapport Non, il parle de la technique, en fait. Il parle de la technique. Ouais, c'est bon. Et en se faisant, en fait, donc aujourd'hui, certes, il n'y a plus la providence. Certes, il n'y a plus grand monde qui va te définir la main invisible comme étant... Sauf que le rapport à la technique, ça va être la nouvelle nature, en fait. Ça va être le nouveau renvoi à la nature. Parce qu'en fait, la technique, c'est des contraintes matérielles. Enfin, je veux dire, techniquement, tu es soumis à la gravité, tu es soumis à la mécanique des fluides, tu es soumis, enfin, je sais pas, tu vois, tu peux pas produire des voitures qui volent, quoi. On ne sait pas encore le faire, certainement. Mais... Donc, si tu renvoies à la technique, si tu renvoies les problèmes de production à des problèmes techniques, en fait, tu es en train de les renvoyer à la nature. Donc, tu es en train de dire, les classes sociales, c'est pas mon affaire. Donc, en fait, l'histoire, c'est pas mon affaire. Donc, en fait, tu es complètement dans la visée de Mondeville. Ok, tu as remplacé les termes, mais le cœur de ton propos, c'est le même. C'est le même. Oui, c'est ça. Et donc, chez ces auteurs-là, il y a une notion fondamentalement réactionnaire, que j'hésite pas à employer le terme de fasciste, parce que... Très fasciste, si on veut, pour satisfaire les contradicteurs. Oui. Fasciste. Il y a chez nous des éléments de pré-fascisme, il n'y a pas tout le fascisme, il y a certains éléments de fascisme. Oui, enfin, si tu veux, anti-universaliste, disons comme ça. Disons-le comme ça. Non. Pareil que c'est un anachronisme d'utiliser ce terme. Mais non, mais... Bon, bref, je ne vais pas me lancer dans d'autres citations. Mais voilà, donc clairement, il y a un effacement des classes sociales. Et donc, peu importe le terme qu'ils y mettent, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus la providence du début de la théorie des sentiments moraux. Il n'y a plus, un recours à la fable des abeilles comme il y a. Il y a une épopée de la technologie, en fait. Voilà. Devant laquelle il faudrait s'agenouiller. Oui. Voilà. Et c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose que Mandeville. Ça. C'est la même chose. C'est un recours à la nature. Voilà. Bon, la suite. S'il te plaît. Hop. Ah. C'est bon, on y est. Voilà, parce que ils sont fâchés, quand je dis qu'ils sont fâchés avec la liberté, alors qu'ils se disent libéraux. En fait, chez les libéraux, si j'ai été relativement clair, je ne suis pas sûr de l'avoir été, mais quand ils disent laisser faire, laisser aller, en fait, ils disent laisser faire la nature, laisser aller les instincts. C'est ça qu'ils disent. Donc c'est tout sauf de la liberté, ça. C'est un appel à la nécessité, finalement. Je me souviens de Thuriféraire du libéralisme qui insistait sur le fait que ce n'est pas le laisser faire au sens le laisser aller, ER, c'est laisser faire, laisser cire, laisser nous faire, nous qui sommes les entrepreneurs, etc. Ouais, c'est laisser EZ, hein, ça s'écrit laisser EZ. Ça s'écrit laisser EZ, oui. Mais c'est là où je disais que même j'ai de la peine pour eux, c'est-à-dire que en fait, même pour eux-mêmes, c'est misérable. Oui. Parce qu'ils disent laissez-nous aller à nos instincts. Enfin, c'est misérable comme condition humaine. Oui, c'est sûr. J'ai de la peine pour eux. Enfin, je veux dire, c'est quand même malheureux d'en arriver là. Tu vois. Enfin, je veux dire, une fois que tu as un peu d'argent, une fois que tu vis correctement, après, à part te cultiver, essayer de comprendre, essayer d'universaliser un peu le bien-être, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie, quoi. Non, ils veulent une troisième Porsche quand ils en ont déjà deux. Enfin, ça devient presque une maladie mentale, quoi. Franchement. Exactement, oui, tout à fait. Donc bref. Donc il y a, si tu veux, un dévoiement, même pas un dévoiement, c'est même pas de la liberté. En fait, c'est pour moi du coup le libéralisme tel qu'il est défini par Mandeville, par Smith et plus tard par Ricardo, c'est au contraire un appel à la nécessité. C'est contre la liberté. C'est contre la liberté, c'est contre l'état civil. Ils veulent absolument. Mais c'est pareil, c'est fantasmé. C'est-à-dire que tu peux pas. En fait, il y a la nature, la providence et la technologie comme épopée fantasmée. Je crois que c'est vraiment ces choses-là. Et comme tu dis, ce sont des déterminismes. Et à aucun moment on ne peut s'affranchir de ça. On ne peut jamais décoller. En fait. Exactement. Supposément. Mais c'est là où tu vois que même dans leur rhétorique, il y a quand même un problème. C'est-à-dire laisser faire EZ.
Si c'est vraiment une loi de la nature, tu ne vois pas une pierre qui vole et tu ne vas pas lui dire, bon, écoute, ça serait quand même pas mal que tu te soumettes à la gravité, quoi. Non, elle est soumise à la gravité. Il n'y a pas besoin de lui demander de s'y soumettre. Tu vois. Donc c'est pour ça où je disais qu'en fait, il y a une contradiction. En essayant de congédier la morale, en fait, ils font un choix moral, qui est le choix du mal. C'est pour ça que j'ai de la peine pour eux. Donc, mais bon, toujours est-il que c'est quand même... Si on définit la politique comme la recherche de l'intérêt général, c'est la recherche de l'intérêt particulier. Donc c'est fondamentalement anti-politique. Donc, je ne sais pas voilà. si c'est forcément mal ou bien. Enfin, c'est que de toute façon, structurellement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est non fonctionnel dans une société. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sauf qu'ils sont assez habiles, c'est-à-dire qu'ils te disent qu'en fait, l'intérêt général, il est Voilà. collinaire, comme on dit en statistique, avec l'intérêt particulier de la bourgeoisie. C'est ça la théorie de ruissellement, finalement. Et donc, en fait, en première apparence, on pourrait se dire que les libéraux, en fait, participent à une certaine construction scientifique, j'allais dire, de l'analyse du monde social, parce qu'ils essayent d'objectiver les choses. Mais en fait, ils objectivent pas du tout. Ils fantasment la chose. Il renvoie à la nature. Alors, bon, Smith, c'est peut-être celui qui est le plus malhabile parce qu'il renvoie directement à la providence. Mais on va voir avec une citation de Ricardo, il renvoie à des pseudo-lois naturelles d'une nature fantasmée. Okay, mais en fait, c'est pas une objectivation, c'est pas une science, c'est un scientisme. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont pas du tout en train d'essayer de poser objectivement le monde pour essayer de le transformer, pour essayer d'être maître et possesseur, non pas de la nature, mais du monde social. Mais ils tentent une pure rhétorique d'objectivation, qui n'est pas une vraie objectivation du monde social, okay, pour essayer de dire à la fin, bah, c'est comme les lois naturelles et comme les lois divines, on y est soumis, donc on ne peut rien faire. Et en fait, c'est exactement l'inverse de la liberté, à la fois d'un point de vue purement politique, mais aussi d'un point de vue épistémologique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de te définir des lois comme la pierre qui est soumise à la gravité. Ils te disent, bah voyons, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Il y a des riches, il y a des riches, il y a des pauvres, on n'y peut rien. C'est comme ça. Et donc ça, c'est une fameuse citation de Lénine dans Matérialisme et Empiriocriticisme. Empyrio, mais c'est pas les gens. Comment Empiriocriticisme, les gens. Oui, pardon. Pardon. Je suis fatigué. Hein. J'ai tout tapé à la main. Donc justement, c'est là où il y a une différence avec le marxisme. Donc bon, peut-être que les gens la liront, on ne va pas la lire en entier, mais en gros. Non, je veux bien, je te souplais parce que Alors, Engels dit Hegel a été le premier à représenter exactement le rapport de la liberté et de la nécessité. Pour lui, la liberté est l'intellection de la nécessité. Je me demande si c'est pas plutôt une citation de Spinoza, mais je crois qu'Engels. On l'attribue souvent à Spinoza, mais moi, je n'ai jamais vu. Ouais. Après, je ne suis pas spécialiste de Spinoza. La nécessité n'est aveugle que dans la mesure où elle n'est pas comprise. La liberté n'est pas dans une indépendance rêvée à l'égard des lois de la nature, mais dans la connaissance de ces lois et dans la possibilité donnée par la même de les mettre en œuvre méthodiquement pour des fins déterminées. Cela vaudrait aussi bien des lois de la nature extérieure que de celles qui régissent l'existence physique et psychique de l'homme lui-même, deux classes de lois que nous pouvons séparer tout au plus dans la représentation, mais non dans la réalité. La liberté de la volonté ne signifie donc pas autre chose que la faculté de décider en connaissance de cause. Pour la même idée de liberté et l'intellection de la nécessité. Voilà. Plus on comprend en quoi on est déterminé, plus on est libre. Exactement. Alors que chez les libéraux, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils t'invoquent la nécessité, c'est pour te soumettre. C'est pas pour te libérer. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de comprendre les lois de la nécessité qui existent, y compris dans le monde social. Ça, c'est pas des marxistes qui vont dire le contraire. Okay. Seulement, si on essaye de les piger, c'est pour les maîtriser et essayer de s'en libérer, dans une certaine mesure. Et chez les libéraux, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ils n'ont pas du tout une approche scientifique. Sous couvert d'une rhétorique qui paraît l'être, ils invoquent des lois, ils invoquent la nature, ils invoquent un déterminisme, mais en fait, c'est pour te soumettre au truc. C'est pour te dire, vous voyez, le monde, s'il est comme ça, c'est parce qu'il y a des lois, naturelles, divines, peu importe, des lois. Okay, et ces lois, on ne peut rien y faire. Okay. Exactement.
Et donc, Et c'est toi qui es un affreux subversif parce que toi, au contraire, tu veux les comprendre pour justement essayer de... Exactement. Exactement. Et c'est là où Lénine a raison, c'est-à-dire que quand il dit la liberté n'est pas une indépendance rêvée à l'égard des lois de la nature. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas de prétendre qu'on va réussir à ce que le caillou ne se soumette plus à la gravité, mais c'est essayer de bien comprendre la gravité pour essayer de construire des avions, des fusées, des machins, etc. Alors, on n'a pas annulé la gravité. Mais bon, on l'a mieux comprise et on s'est démerdé pour faire avec, quoi. C'est de sortir de l'esclavage. Par exemple, je suis victime de mon sommeil, j'arrive pas à me réveiller tôt. Si j'ai décidé de lutter contre ma somnolence, et ben là, je me libère en fait, de ma somnolence. Voilà, c'est ça. Plutôt que d'être esclave de mon propre corps, par exemple. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc il y a comment? Il y a une contradiction fondamentale, mais une contradiction au sens antagoniste là, entre l'objectivité marxiste et le pseudo, je ne sais pas si ça existe, objectivisme des libéraux. C'est une objectivité qui n'est que dans la rhétorique. C'est-à-dire que la main invisible, tout ça, ça paraît être objectif, mais en fait, ça n'est pas du tout. Le recours à l'intérêt, à l'instinct, c'est pas du tout objectif. C'est un fantasme. C'est un fantasme. Exactement. Et c'est un fantasme qui est éminemment réactionnaire parce qu'il vise, à légitimer l'ordre en place en étant assez habile pour effacer les classes. C'est un blanc-seing de néoclasse dirigeante, en fait. Voilà, exactement. Qui sont au-dessus de la morale, qui s'affranchissent de la morale. C'est ça, exactement. Alors, vas-y, continue. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que ça fait déjà longtemps. David Ricardo. Ricardo, bon, ça, on est obligé de le faire, Ricardo. Oui, bien sûr. Alors, Ricardo, il est formidable. Ouais. Vas-y, lis-la, parce qu'elle est géniale. Oui. Alors, attends, je me mets sur le côté. Donc, c'est dans la partie sur les salaires, sur son traité, sur son fameux traité. C'est son grand livre, des principes de l'économie politique et de l'impôt, 1817. Alors, telles sont les lois qui règlent les salaires et qui gouvernent le bonheur de la très grande majorité de toute communauté. Comme tous les autres contrats, les salaires devraient être laissés au jeu libre et impartial de la concurrence du marché et ne jamais subir les ingérences du législateur. La tendance directe et manifeste des lois sur les pauvres est diamétralement opposée à ces principes évidents. Il ne s'agit pas, comme le législateur se proposait de les faire avec bienveillance, d'améliorer la condition des pauvres, mais bien de détériorer à la fois la condition des pauvres et celle des riches. La nature du mal désigne le remède. Nous parviendrons à une situation plus saine et plus sûre en restreignant progressivement le champ d'application des lois sur les pauvres, en inculquant aux pauvres la notion d'indépendance et en leur enseignant que pour survenir à leurs besoins, ils ne doivent pas compter sur une charité systématique ou occasionnelle, mais sur leurs propres efforts, et que la prudence et la prévoyance ne sont ni sans utilité ni sans profit. Aucun projet d'amendement des lois sur les pauvres ne mérite la moindre attention s'il ne vise à terme leur abolition. Je ne sais même pas si on a besoin de commenter ça, tellement c'est affreux. Oui, ce qui est fou, c'est que ça, il continue. Quoi. Le libre jeu impartial de la concurrence. Voilà, oui. C'est ça. Subir les ingérences du législateur. La nature, c'est le privé. Le social, c'est le public. Et il est absolument hors de question que le social vienne foutre son nez dans le privé. Dans le privé, voilà. C'est ça que ça veut dire. Alors, en plus, chez Ricardo, là, c'est implicite dans la citation, mais il y en a d'autres, et il y a un espèce de malthusianisme, de presque darwinisme social avant l'heure. Tu disais, il est disciple de Malthus. Ah oui, Ricardo est disciple de Malthus. Il est en contradiction avec Malthus sur certaines choses, mais sur les pauvres, il n'est pas en contradiction. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, si vous donnez de l'argent à des pauvres, ils vont faire des enfants. Et comme ils sont pauvres, c'est qu'ils n'ont pas compris les lois du marché, quoi, c'est qu'ils sont stupides. Donc, en fait, ils vont faire des enfants stupides. Et donc, en fait, vous empêchez l'espèce de se réguler. Ah oui, donc il y a déjà le darwinisme social qui commence à prendre le bout de son nez. Donc ça va être la suite. Voilà, donc, naturellement, si vous n'aviez pas fait ça, si le législateur n'était pas intervenu dans le libre jeu impartial de la concurrence, les lois de la nature auraient fait leur effet, l'espèce se serait sélectionnée,
Et enfin, je veux dire, si c'est pas du, encore une fois, c'est un Déjà, anachronisme, mais si c'est pas du fascisme, c'est pas des fachos, ces gens-là, je ne sais pas ce que c'est, et franchement. c'est Hein. ça. Et bon, alors justement, parce qu'on va peut-être conclure, alors je départage l'écran, mais justement, peut-être je te pose la question, celle de l'avocat du diable. Pourquoi justement avoir mis quand même Smith et Ricardo, avoir montré leurs pires aspects, alors qu'ils sont quand même des sources d'influence pour Marx, puisqu'ils sont qualifiés de classiques. Smith, Ricardo et Marx sont des classiques, après c'est des néoclassiques. On peut presque dire que tous ceux qui viennent après Marx n'ont rien apporté, mais Marx s'inspire notamment, ne serait-ce que dans les théories sur la plus-value, il s'inspire de ses prédécesseurs. Et notamment, on parle toujours de la valeur travail qu'on doit à Ricardo, même si ce n'est pas la même que chez Marx, ce n'est pas la même notion. Est-ce que tu peux expliquer quand même qu'est-ce que Marx leur prend, malgré tout? Ah, il leur prend la théorie travail, mais seulement, en gros, si on veut le dire en deux mots, parce que tu as raison, ça fait déjà longtemps qu'on parle, en gros, chez eux, elle est substantialiste. Et Marx, il la remet dans l'histoire. Et ça mène au fait que le capital est substantialiste chez les libéraux, okay, c'est un facteur de production, et chez Marx, c'est un rapport social. Et ça fait aussi que, à la fin des fins, Marx est révolutionnaire et que eux sont réactionnaires. Parce que si la théorie de la valeur est remise dans son histoire, alors, comme, comme Oui, l'histoire ne s'est pas arrêtée, voilà, c'est ça. elle est amenée à changer. Et si elle est amenée à changer, ça veut dire que les rapports sociaux Ouais. sont amenés à changer. Ils décrivent magnifiquement, enfin, ces économistes libéraux décrivent magnifiquement un état d'exception en fait, qui a été créé pour des raisons sociales qu'on peut tout à fait changer en fait. Parce que Voilà. les hommes peuvent le défaire en fait. Ouais. Alors après, ça, j'avoue que c'est quelque chose euh, qu'il faudrait que je retravaille sur l'apport des classiques dans la théorie de la valeur chez Marx, mais il me semble qu'elle est très largement surestimée. Marx, évidemment, les a lus, Mhm. mais dire qu'il s'assoit dessus vraiment, qu'il les reprend et qu'il ne fait que les dépasser Ouais, un nain sur les sans épaules vraiment de les géant quoi, contredire, ouais, c'est ça, ouais. ouais, ça, je Non, suis c'est pas pas tout ça. à fait d'accord. Ça, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il est en contradiction sur de nombreuses Mhm. pans, sur de nombreux pans, pardon, de la théorie classique avec ses auteurs. Hein. C'est peut-être Donc dû au fait que dans sa biographie, il ne s'intéressait pas du tout aux questions économiques jusqu'à ce que Engels lui dise de le faire en fait. ouais, Et ouais. forcément, ça suppose une somme de lecture énorme, y compris peut-être dans les théories sur la plus-value, où il essaye de trouver en fait des précurseurs en fait à sa propre théorie, il me semble. Quoi. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, il faudrait que je retravaille, il faudrait que je relise notamment à fond Mhm. comment La richesse des nations et Ricardo, et Oui. puis aussi C, et puis avant eux, comment Kenney, etc., Mhm. pour travailler spécifiquement ce sujet. Euh, et puis, Et justement, j'avoue que quand j'ai lu. mais Pardon. c'était le grand mérite de ton intervention, c'est quand même de les lire dans le texte et de voir jusqu'où ça va, et puis surtout, quels sont les Ah ouais, présupposés philosophiques de ces gens-là. D'ailleurs, c'est les mêmes, c'est c'est ça des qui. dingues. Oui, oui, C'est des tout à dingues. fait. Alors, juste, je me permets de dire que c'est quand même très actuel, ces choses-là. Je te promets, j'en ai pour 3 minutes, j'en ai pas Non, plus. non, mais prends ton temps. Un des modèles les plus utilisés en économie du travail, ce qu'on appelle l'économie du travail, c'est des positivistes, hein, donc il y a une économie de tout hein, dans les sciences d'économie. Hein. Il y a une économie du commerce international, il y a une économie du travail, il y a une économie de la monnaie, il y a une économie de tout. Donc il y a des mecs qui se travaillent spécifiquement sur le marché du travail. Donc, tu vas voir, le modèle est très simple à comprendre. Mhm. Et eux, ils mettent 50 pages d'équations à te le faire comprendre. Donc, c'est là où tu vois que c'est du pur ésotérisme. Mais franchement, le modèle n'est pas plus compliqué que ça. Ça s'appelle des modèles de négociation collective. Collective bargaining, en anglais. Donc, ceux qui veulent vérifier, ils tapent collective bargaining, labor market sur Google et puis ils vont tomber sur ce que je dis, c'est vérifiable. Imagine un modèle. Donc, un modèle, c'est une histoire que tu te racontes. Tu imagines ça en 2 temps. En 2 temps. Premier temps du modèle, euh, le syndicat et le patronat négocient un salaire. Donc, ils s'entendent sur un salaire. Disons, je sais pas, 10 euros de l'heure. Bon. Deuxième étape du modèle, étant donné qu'on s'est entendu sur 10 euros de l'heure, le patronat va demander sur le marché du travail X heures de travail aux prolétaires. Évidemment, comme le marché du travail, c'est un marché comme un autre, plus le prix est cher, moins on demande. Mhm. Donc, si à la première étape, le syndicat est très fort,
et qu'il réussit à négocier un travail, un prix du travail élevé. À la deuxième étape, le patronat va demander peu de travail. Et donc, dans l'économie, il y aura du chômage. Raisonnement, le chômage, c'est la faute des syndicats, en fait. raisonnement, le chômage, c'est la faute du syndicat. Ah, ils en sont là. D'accord. Bon, c'est que Ils en sont là. Alors, souvent, tu vois, alors, les économistes, parfois, ceux que je rencontrais, je leur disais, mais raisonnez, faites le même raisonnement dans un autre cadre de production. Prenez l'esclavagisme. Vous êtes en train de me dire que chez un propriétaire d'esclaves, s'il y en a un qui essaye de s'enfuir, qu'il est attrapé et que toute sa famille est passée à la bastonnade, s'ils ont été, pardon, je suis fatigué, s'ils ont été passés à la bastonnade, c'est pas du tout du fait du rapport social esclavagiste, c'est parce qu'il y en a un qui a essayé de s'enfuir. Et en toute abstraction, c'est vrai. S'il n'avait pas essayé de s'enfuir, ils n'auraient pas été passés à la bastonnade. Mais on a sorti de l'histoire l'événement particulier de la bastonnade. Et là, c'est pareil. Voilà, donc là, Tu sors de l'histoire, tu fais une abstraction, tu sors de l'histoire. Et une grève, donc ça fait baisser la production. Voilà, la condition sociale particulière des prolétaires. Et donc, tu en arrives à dire, donc c'est la fameuse théorie insider-outsider, qui est aussi une théorie qui a été largement reprise par Macron, okay, pour la refonte du dialogue social, etc. C'est ça qu'ils ont derrière. Ça s'appelle la théorie insider-outsider. Les insiders, c'est pas du tout la bourgeoisie, ce sont les syndicalistes qui sont bien assis et qui, en fait, qui pissent sur le dos des chômeurs, okay, et qui ne poursuivent que leur propre intérêt. Ah, les inclus, les exclus, oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est les inclus, ouais. Alors là, bizarrement, ça ne devient pas bien de poursuivre son intérêt. On ne sait pas pourquoi. Oui, d'accord. Bizarre. Non, mais c'est là aussi où, quand même, tu vois où ils sont fondamentalement dans des contradictions. C'est-à-dire qu'ils t'arrivent. En fait, tu vois bien que ça ne tient pas debout, ce truc-là. En fait, tu vois bien que c'est juste une rhétorique de défense de l'ordre social établi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais bon, c'est pas sérieux, mais c'est. Oui, depuis quand ça, c'est le grand mythe de la bourgeoisie, c'est de dire qu'ils luttent contre le chômage. Ils ont besoin du chômage. Et de toute façon, ils créent le chômage. Donc, à aucun moment, ils vont lutter contre le chômage. Ça leur sert, le chômage, de toute façon, faire passer sur les salaires. Donc, Mais dans une certaine mesure, c'est pas faux. Parce que tu sais comment ils font pour lutter contre le chômage? Vas-y. Ils baissent les salaires. Oui. Quand on te dit les baisses de cotisation, les machins, etc., quand un mec comme Cahuc ou Kramarz, qui sont les deux grands économistes du travail en France, ils te disent, eux, leur remède contre le chômage, c'est de baisser les cotisations sociales sur les bas salaires, ce qui a été fait depuis des années d'ailleurs, avec le succès qu'on connaît. Hein. Il n'y a plus de chômage en France. Mais bon, n'importe. En gros, ils sont simplement en train. En gros, ils ont fait des modèles économétriques comme ça, des papiers de 200 pages hyper compliqués statistiquement, pour te dire un truc quand même. Si vous baissez le prix d'une marchandise, la force de travail, vous augmentez la demande. Enfin, il n'y a quand même pas besoin d'être prix Nobel pour savoir ça, quand même, les gars. Oui. C'est ça leur remède au chômage. Leur remède au chômage, c'est de baisser les salaires. Alors, ils ne vont jamais dire ça comme ça. Ils vont dire baisse des cotisations. Et la fameuse désinflation compétitive, non, c'est ça? Désinflation compétitive, voilà. Alors, flexibilité, adaptabilité, souplesse, tout ça. Mais en fait, tout ça, ça vise à baisser le salaire. Et en fait, moi, je suis d'accord avec eux. Hein. C'est vrai. Dans un marché, si tu baisses un prix, tu augmentes la demande. Donc, si tu baisses les salaires, tu vas baisser le chômage. C'est pas tellement faux. Sauf que tu l'auras résolu que ponctuellement. Parce qu'à un moment donné, embarqué dans les rapports socio-capitalistes, tu es soumis aux lois, notamment à la baisse des anciens taux de profit, qui fait qu'en fait, tu as augmenté le taux d'exploitation aujourd'hui, tu as pu te payer une troisième Porsche, mais le problème fondamental, il est toujours là. Mais à la date T, c'est vrai que si tu baisses le prix, tu augmentes la demande. Donc c'est vrai que si tu baisses les salaires, tu vas diminuer le chômage. Sauf que comme la famille là, de mes esclaves qui s'est fait passer à la bastonnade, en fait, tu as abstrait le truc de l'histoire. Tu as abstrait l'événement de l'histoire. Bon. C'est vrai que si tu ne tiens pas compte de l'histoire et des rapports sociaux de production, c'est vrai que les gars, ils se sont fait bastonner parce que le papa, il a cherché à s'enfuir. Sauf que si tu es un peu sérieux scientifique, tu te dis que s'il est passé à la bastonnade, c'est parce qu'il y a un rapport social de production qui fait qu'il y a un propriétaire d'esclaves qui lui donne le droit d'user et d'abuser de la chair humaine. Et ce n'est pas du tout la même conclusion politique. Exactement. Ben justement, en parlant de conclusion, tu as dit une phrase qui est très juste, c'est que le problème est toujours là.
Et je crois qu'il sera encore toujours là à la prochaine, à moins qu'il se passe autre chose entre-temps, mais un prochain numéro. Mais au moins, c'est bien de le montrer. Effectivement, il y a un gros problème dans les rapports sociaux, ça s'appelle le mode de production actuel. Et les temps qu'on passe au socialisme, les gens n'ont pas compris, mais je crois que c'est vraiment la solution. Un immense merci. Pour moi, c'était passionnant. Très bien. Et on essaye de faire dans une semaine, hein. Ça marche. Merci à toi, Emery. Du coup, on se retrouve en off. Ouais, Merci, merci à à tous. la prochaine.